Voilà, je crois que c'est parti. Alors, on va attendre, on va voir si ça fonctionne. Si on est en ligne. Non, parce que je vois personne arriver là pour l'instant. Ah si, c'est bon, ça fonctionne, nous sommes en live. Alors on va attendre que les gens se connectent, voilà. Bonsoir Mickaël en tout cas, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Alors voilà, les gens arrivent. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau live. Il y a une trentaine de personnes qui sont là, c'est bon, ça, les gens se connectent. Merci d'être au rendez-vous les amis. Merci beaucoup. On va avoir une soirée passionnante, j'en suis sûr, ce soir, avec Mickaël Dossin. On attend que vous connectiez, on est une cinquantaine. Maintenant, voilà, ça se connecte. Salut, Elisa, Sylvie, Anaïs, Sophie, Marguerite, Michel, Laetitia. Bonsoir tout le monde. Dites-nous si vous voyez bien et si vous entendez bien, les amis. Peut-être que tu peux dire un mot, Mickaël. Bonsoir tout le monde. Eh bien, je vois tous les noms qui apparaissent. Voilà, Ça on va est faire du monde. 80 là, et ça y est, on a atteint 80 personnes. Pierre, Sylvie, Pascal, Guéric, Véronique, Geoffrey, Cathy, vous avez bien fait de venir, hein, vous avez bien fait de venir ce soir, j'en suis sûr, parce que vous savez, le parcours de Mickaël, toutes les réflexions et toute sa pratique, toute son expérience, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, tout cela va être très précieux, très intéressant à mon avis. Et on arrive à une centaine de personnes, voilà, on va bientôt commencer. C'est Salut les juste la amis, je suis... pression qui augmente un petit peu aussi, ça. C'est la pression qui monte, voilà. C'est comme les joueurs de foot quand ils arrivent dans le stade et qu'il y a le public, tu vois, qui... Tout à fait. Voilà. Bon, bah, salut les amis. Vous entendez bien tout? Tout est au top apparemment. Tout le monde dit que c'est OK. La vidéo, le son. Oui, parfait. Vidéo et son parfait, dit Michel, Anso, Misil, Corinne, Valérie. Génial. Bon, mais c'est super. Eh bien, nous allons commencer. Donc, voilà, Mickaël, bienvenue. Je suis très content de t'accueillir ce soir. Merci Guillaume, c'est super de m'inviter. Et donc voilà, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps, tout d'abord parce que tu travailles et ta ferme et ta micro-ferme, on va parler de tout ça dans le détail et de ton parcours, mais ce n'est pas très loin de chez moi parce que tu es actuellement dans un petit village qu'on appelle Crêpes, à Spa, en Belgique, près de Spa. Exactement. C'est ça. Vraiment Donc, sur les hauteurs, oui. sur les hauteurs, voilà. Donc ceux qui connaissent pas, c'est vraiment à l'est de la Belgique. Et pas loin de quoi du Luxembourg, quoi. Oui, du circuit de Francorchamps, c'est le Voilà. plus connu. Le plus connu, voilà. Donc, j'ai vu que tu faisais des formations, j'ai vu que ton parcours était super intéressant, ton parcours ainsi que celui de ta compagne, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Anaïse. Et puis, voilà, tu as, on va dire, tu as une micro-ferme qui s'appelle aujourd'hui la micro-ferme du bout du monde. Tu es maraîcher pardon, et arboriculteur, donc spécialisé à force des années dans la permaculture, dans le travailler sain, bio, faire attention à ton écosystème, etc., etc. Tu vas tout nous décrire comment aller vers la voie de l'autonomie. Pourquoi? Quel est ton parcours? Quels conseils tu peux donner aux gens, etc. Ça va être très intéressant. Est-ce qu'on pourrait commencer, Mickaël, tout simplement, par nous dire un petit peu le début de ton parcours quand tu étais jeune. Voilà, je sais que déjà, j'ai vu tout à l'heure que tu as créé ton premier jardin ornemental à 10 ans. Oui, c'est ça. Ça a à peu près 8-10 ans, quelque chose comme ça. Mes grands-parents avaient à l'époque acheté une maison un peu plus grande et il y avait toute une partie du jardin dans laquelle ils n'avaient aucune envie de faire quoi que ce soit. Et ils m'ont gentiment proposé d'y faire mon jardin. Donc, je me suis amusé du haut de mes 10 ans avec les faibles connaissances. Et puis, ça a très vite évolué. Hein. Après, on grandit et on passe à d'autres choses. Plutôt que de faire son propre jardin, on commence à aller faire l'entretien chez les autres. Donc, beaucoup de travaux en pépinière également, parce que j'ai eu la chance de travailler dès mes 14 ans. Enfin, ça, on peut pas le dire, c'est à 16 normalement, mais dès 14 ans, je faisais de l'empotage, des bouturages, des plantations, des arrachages dans des pépinières. Et donc, ça m'a vraiment permis de créer tout un parcours ornemental dans un premier temps. Puis, cette passion pour les plantes m'a amené à terminer mes études à Gembloux, où j'ai fini comme technicien horticole. Donc, c'était vraiment la continuité de ce parcours. Mais paradoxalement, à l'époque, je n'avais aucune attraction ou attractivité pour l'alimentation. C'était plutôt le beau qui me faisait du bien, plutôt que réellement de m'interroger dessus. Et puis,
J'ai encore bossé pas mal d'années en parc et jardin, j'ai travaillé dans un golf. Enfin, ça a été un parcours assez éclectique au niveau environnemental avant de quitter complètement la partie verte pour aller dans des secteurs qui embauchaient à l'époque et sur lesquels il y avait moyen d'avoir un fameux CDI pour pouvoir se lancer et démarrer une vie classique et Oui. conventionnelle telle qu'on nous l'enseigne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, où vous en êtes concrètement aujourd'hui, et on va faire un flashback. Aujourd'hui, vous vivez, toi et ta compagne, dans une roulotte de 12 mètres carrés, au milieu de 2 hectares et demi de jardin. Il y a, puisque ta compagne est herboriste et toi, tu es maraîcher et permaculteur, vous avez énormément de travail sur vos terres, vous accueillez énormément de gens en formation, mais ce n'a pas été une longue ligne droite linéaire pour arriver à ça. Tu es passé par la fameuse carrière. Alors toi, c'était dans la téléphonie qui t'a amené une sorte de burn-out avant de te dire, waouh, cette société consumériste, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je veux vivre? Oui, c'est ça, exactement. Après avoir fait, oh là, ça trempe de tous les côtés. Après avoir fait un parcours vraiment très éclectique, qui en fait, dès que je me lassais dans un travail, je passais au suivant. J'ai effectivement terminé pendant les 7 dernières années de ma carrière conventionnelle, comme je l'appelle, comme gérant d'un magasin de téléphonie mobile. Donc, j'ai commencé tout au bas de l'échelle, dans un magasin qui était prêt à fermer. Et au bout de 7 ans, la société investissait des dizaines de milliers d'euros pour un déplacement du magasin dans un coin plus fréquenté parce qu'on était avec des chiffres excellents. Donc, ça a été une grosse pression, une période de ma vie qui m'a permis d'apprendre énormément sur la communication aussi, mais qui n'était absolument pas en phase avec mes valeurs. C'était juste un job tartine, un job alimentaire, comme on appelle ça maintenant, qui payait certes très bien, mais qui n'était vraiment pas du tout en phase. Moi, j'étais déjà depuis un bon moment sur la constatation qu'on ne pouvait pas faire une croissance infinie dans un monde fini. C'est juste pas possible. La Terre a d'énormes ressources, mais elles sont quand même épuisables à un moment. Et le modèle capitaliste tel qu'on nous le vendait à ce moment-là, et encore maintenant, n'est absolument pas celui qui collait avec ma philosophie. Et donc, je râlais sur le système, mais sans jamais rien faire d'autre que de râler dessus. Et puis, un beau jour, le 10 mars 2009, pour être précis, j'ai eu une journée affreuse au niveau du travail. J'ai fermé le volet, j'ai téléphoné à ma district manager. J'ai dit, écoute, c'est terminé. Je me mets en maladie. Je ne viendrai plus travailler. Et le lendemain, j'ai commencé l'aventure de faire quelque chose en cultivant mes premiers mètres carrés de jardin potager, avec dans cette idée de pouvoir nourrir ma famille avec des produits sains, puisque les scandales alimentaires commençaient déjà à se succéder les uns après les autres, et il suffisait d'ouvrir un petit peu les yeux pour voir que ce qu'on nous proposait comme alimentation, comme modèle d'alimentation, n'était pas du tout ni en phase avec l'environnement, ni en phase avec notre santé. Donc c'était une aberration pour moi. Et donc c'est comme ça qu'en fait ça a commencé, c'est par le fait de me dire je veux me faire à manger pour moi. C'est ça. Alors, tu as acheté un terrain agricole, c'est ça, hein, un C'est terrain ça, agricole en 2007, je pense. Et donc, exactement. là, tu as commencé à produire vraiment sans intrants, sans produits chimiques, etc., Oui, de façon totalement bio et saine, quoi. exactement. 2007, ça a été l'achat. 2 années où je n'ai rien fait dessus parce que je savais tout simplement pas ce qu'on allait en faire. Et puis, comme toujours, les hasards de la vie font en sorte que c'est plus de hasard, c'est des synchronicités, comme on appelle ça. Et la voie s'est ouverte, le chemin s'est ouvert. Et il n'était absolument pas concevable pour moi de rentrer dans un système tel que celui que l'on nous avait imposé, ou en tout cas tel que on les avait montrés dans les modèles agricoles à l'école. C'était juste pas possible pour moi de rentrer là-dedans. Et donc, effectivement, le bio s'imposait, mais je n'aime pas les normes, je n'aime pas les étiquettes. Et donc, du coup, je n'ai jamais voulu me faire certifier bio parce que tout simplement, je pense que c'est une très bonne chose, le bio, pour la planète, mais il y a moyen d'aller encore plus loin et cette charte ne me convenait pas. D'accord. Donc, voilà, c'était l'idée. Mais il n'y a jamais eu d'intrants chimiques, pesticides quelconques ou quoi que ce soit sur le terrain. Donc, ouais, c'était un défi dans des terres très ingrates aussi au départ, puisqu'on appelle ça, là où je suis installé, on appelle ça les fonds de bois. Donc, ce sont vraiment des prairies
où même les fermiers agriculteurs ne veulent pas aller y faire pâturer leurs bêtes. Mais comme quoi, il y a moyen de faire ça partout. Oui, c'est ça. Ben, on va détailler ça, cette philosophie, cette façon. Surtout, on va parler beaucoup aussi de tes techniques, parce que comme tu es formateur, tu as l'habitude d'expliquer pédagogiquement non seulement l'intérêt de travailler de cette façon-là, avec le respect du sol vivant, etc. Mais en Oui. plus, tu as travaillé beaucoup d'années, donc tu sais sûrement. Et puis tu es allé aussi, on va parler de ça. Tu t'es fait former aussi au Bec et Loin, à la ferme du Bec et Loin, etc. Dans le domaine de la permaculture. Donc, tu sais ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne, et on peut gagner des années en allant se former, en allant prendre des conseils auprès de gens qui ont déjà galéré et fait des erreurs. Oui, mais c'est vraiment l'objectif de mon travail. Je pense que la résilience alimentaire dans nos régions est absolument indispensable. L'Europe n'est plus du tout autonome en alimentation. Et d'un point de vue beaucoup plus spirituel, c'est la nourriture la plus adaptée à notre alimentation, c'est celle que nous avons fait pousser nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir transmettre au travers des formations, que ce soit les miennes ou que ce soit celles de ma compagne Anaïse, de pouvoir donner tous les atouts vers l'autonomie. C'est pour ça que j'ai appelé ces formations le potager autonomiste, pas tant pour arriver à une autonomie alimentaire, mais pour pouvoir se retrouver autonome dans son jardin potager et pouvoir se dire, ben, je sais ce que c'est de faire une bouture, je sais ce que c'est de faire un semis, je sais à quel moment et dans quelles conditions on va cultiver tel ou tel légume, on sait comment on crée du sol aussi. Donc, toutes ces informations-là, j'ai envie de les transmettre pour que ça aille beaucoup plus vite. C'était d'ailleurs une des parties de mon travail l'an dernier, puisque j'ai encadré une dizaine de fermes en Wallonie pour les aider à amener plus rapidement leur niveau de compétence à la rentabilité, en fait, puisque pour moi, c'est ça l'enjeu. Il faut vraiment arriver à redevenir souverain dans notre alimentation. C'est un thème vraiment très important et qui, je pense, au vu des commentaires, intéresse, éveille vraiment euh, tout l'intérêt des gens qui nous écoutent, parce que ça va être le thème de fond ce soir. On va finir sur ton parcours, mais après on va rentrer dans le fond. C'est pourquoi aujourd'hui viser l'autonomie, ne serait-ce comme tu dis, au-delà de l'autonomie alimentaire et énergétique qui est peut-être compliquée à atteindre, mais en tout cas déjà savoir, comme tu dis, être autonome dans un jardin, dans un potager, à toutes les étapes voilà, de la production, de l'alimentation. Puis on parlera aussi du facteur humain, on parlera du faire ensemble, etc. Enfin, on a beaucoup de thèmes très importants parce que ce sont les défis qui nous attendent aujourd'hui. Mais pour finir sur ton parcours, un petit peu pour te identifier. Alors, tu as une fille, hein, qui a 14 ans aujourd'hui, qui s'appelle Margot. C'est ça, exactement. Ouais, je vois ça. Et puis alors, en 2010, toi, tu avais acheté ton terrain agricole en 2007. Et en 2010, tu as réussi, donc 3 ans après, ça c'est intéressant, tu as quand même bien cartonné, parce que 3 ans après, tu as réussi à avoir des récoltes très abondantes, Oui. largement supérieures à tes besoins, à toi, de ta famille. Oui, c'était tout à fait ça. Alors évidemment, c'est une culture facile. Enfin, on peut dire ça maintenant. C'est une culture débutante, mais c'était très symbolique aussi puisqu'on avait fait énormément de potirons et de potimarrons. Je crois qu'on était arrivé à 400 kilos de production, si ma mémoire est bonne. Donc c'était largement suffisant pour nous et pour tous les membres de ma famille et tous les copains qui en avaient reçu. Et voilà, donc tout le monde avait des potirons et potimarrons par-dessus la tête. Et donc le solde, j'ai voulu en fait le donner au Resto du Cœur. Alors les gens de là-bas m'ont dit c'est vraiment super, c'est gentil, mais on peut pas les accepter parce que vous n'êtes pas officiel dans la production alimentaire, vous n'avez pas un numéro de producteur et donc on peut pas prendre vos légumes. Ce qui fait Ce qu'ils qui est ont tout d'une simplement tristesse, c'est d'une aberration. Hein. complète, complète. Ouais. Mais comme beaucoup de choses malheureusement dans le système dans lequel on fonctionne à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'aberrations sur lesquelles on pourrait prendre du recul ou en tout cas agir. Et donc là, pour moi, la seule manière d'agir dans ce cas-là, c'était de rentrer officiellement dans ce système pour que la nourriture que je produisais puisse être consommée comme de la nourriture pour humains et pas comme de la nourriture pour cochons, tout simplement parce qu'il n'y a pas le petit numéro qui suit la production. C'est ça. À force d'être suradministré et comment dirais-je, mettre des normes dans tous les sens, l'idée du parapluie, de sécuriser toujours tout, on arrive à des aberrations colossales. C'est ça aussi notre système aujourd'hui. Ça fait partie du système capitaliste dont tu parlais tout à l'heure, tel que tu le décris. C'est qu'on manque de simplicité et de ce côté sain dans la production et dans la distribution, quoi. Oui, alors que c'est extrêmement
je vais pas dire facile à faire, parce que c'est une façon en fait de changer son approche par rapport à la production alimentaire. On arrête d'être dans une lutte permanente, on devient vraiment co-acteur, on essaye vraiment de travailler avec le système alimentaire, enfin avec le système écologique qui devient vraiment le moteur de notre équilibre à la production. Et donc du coup, quand on renforce tous ces services écosystémiques qui sont autour de nous, la production alimentaire devient beaucoup plus facile. Et moi, depuis le début, ce que j'ai fait, c'est de m'inspirer vraiment de ce qu'il y a autour de moi. Je disais tantôt, je suis dans un fond de bois, donc ça veut dire que juste derrière mes prairies se trouve la forêt. Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir observer, en fait, tout simplement ce qui se fait. C'est la base d'un permaculteur, c'est de l'observation et puis d'essayer de tirer les enseignements de cette observation. Et ce qui me paraissait le plus évident, c'est que la nature pousse pas en monoculture. La nature pousse en association. Toutes les plantes poussent les unes à côté des autres. Les arbres poussent, enfin, le lierre pousse sur les arbres en symbiose aussi, pas en concurrence. Et donc, moi, c'était vraiment cet élément-là qui m'a le plus percuté et qui m'a vraiment amené à suivre mon feeling, mon intuition pour lancer toutes ces cultures où dès le départ, dès la première saison, les associations se sont faites les unes avec les autres. Donc les associations de légumes, les associations de fleurs, de fruits, tout ça rentrait dans ce principe de production et de diversification. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis, et ça, on va le développer tout à l'heure, parce que tu viens de dire une phrase qui est percutante, je trouve, c'est la nature ne fait jamais de monoculture. Dans la nature, on ne trouve pas de monoculture. Et c'est vrai que maintenant, la norme, et ça, on va y venir, parce que justement, on va parler de permaculture maintenant. Quand tu t'es formé à la permaculture, le modèle agricole que nous avons, qui est aberrant dans de multiples domaines, évidemment, celui concernant les animaux, enfermés dans les hangars, et on va récolter du maïs transgénique ou du soja, etc., à l'autre bout de la planète, et on importe, etc. Enfin, il y a des aberrations totales, mais aussi cette monoculture qui massacre les sols, qui tue les sols. Toi, qui a un expert de la question, on va dire, j'ai envie de dire l'expert justement de ces alliances entre différents végétaux, de la terre vivante, de ce qui se passe naturellement. Est-ce que tu pourrais alors nous expliquer déjà, c'est en 2015 que tu as découvert la philosophie de la permaculture, un petit peu expliquer ce qui s'est passé, pourquoi tu es allé vers la permaculture, dans quel choix ça t'a conforté, qu'est-ce que c'est que la permaculture? Tu pourrais nous définir, toi, un petit peu l'approche, la philosophie de la permaculture et à quoi s'oppose-t-elle? Enfin, elle ne s'oppose à rien puisqu'elle elle part de ce qui existe dans la nature, mais pour que tu nous définisses aussi ce que c'est que notre système agricole aujourd'hui, de la monoculture, et pourquoi c'est mortifère à terme. Voilà. Est-ce que tu pourrais un petit peu parler de tout ça dans le cadre de ton parcours quand tu as découvert la permaculture? Je vais essayer de synthétiser ça parce qu'il y a des sous-questions dans la question. Oui, ouais, là, C'est je super. plein de questions. Donc, moi, en fait, j'ai découvert la permaculture parce que, enfin, 2015-2016, c'est à peu près à cette date-là, puisque après mon parcours d'installation à la maison où j'ai travaillé beaucoup avec des restaurateurs, euh, je suis parti dans d'autres défis parce que voilà, je suis un gars comme ça, j'aime bien d'avoir des projets, de lancer des projets, et quand le projet tourne, je passe à autre chose. Et donc, j'ai été contacté par un propriétaire terrien qui voulait transformer une ancienne ferme, la restaurer et en faire une école de permaculture. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler, à collaborer avec Jean-Cédric Jacquemart à la ferme de Desnier, qui est une ferme permaculturelle pour la formation et la production qui se situe au-dessus de Theux. Et c'est lui qui m'a parlé en premier de permaculture. Et il a d'abord fallu que j'aille voir un petit peu ce que c'était. Et en fait, la permaculture, c'est d'abord une philosophie qui est de prendre soin de la terre, de prendre soin des hommes et de tous les êtres vivants qui la peuplent, et puis de créer une abondance et de partager cette abondance. Alors, on est sur une philosophie vraiment de base que chez nous, en Europe, on a tendance à voir uniquement par la lorgnette de l'aspect potager, soin à la terre et ainsi de suite. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, ou pas plus complexe, plus complet que ça, puisqu'en fait, la permaculture, on peut la résumer, ou elle est résumée sous la forme d'une fleur à 7 pétales, je dis bien, qui sont les soins à la terre, comme on vient d'en parler, mais qui concerne aussi tout ce qui est habitat et énergie, donc comment construire son habitation d'une manière beaucoup plus durable, avec quels matériaux, toute cette réflexion autour de l'eau, de pluie aussi.
tout ce qui va concerner la partie outils et technologies, qui là vont être le développement par exemple de nouveaux outils manuels, puisqu'on va essayer de se positionner dans un modèle post-pétrole moins important. On va parler aussi des terrains, du foncier et de la gouvernance. On a un pétale spécifique à l'enseignement et à la culture qui est très important, puisque j'ai vu passer tantôt dans les commentaires, on devrait faire ça à l'école, enseigner ça à l'école. Oui, c'est évident, ça devrait être obligatoire dans le programme. Et puis, on a l'aspect santé et bien-être, parce que si on n'est pas bien à l'intérieur, on ne peut pas être bien à l'extérieur et on ne peut pas rayonner de bonnes ondes et de bonnes choses. Et puis, on a la partie aussi qui est extrêmement importante, qui concerne la finance et l'économie, où il y a moyen de faire de la finance et de l'économie avec un aspect et une philosophie permaculturelle qui permettent de nourrir des écosystèmes avec des finances, dont on a toujours besoin à l'heure actuelle, mais de façon éthique et non plus de déplacements qui sont non éthiques. On va dire ça comme ça. Les autres sous-questions que j'ai oubliées, c'était... Excuse-moi, Michael, la permaculture, donc c'est quelque chose de très riche et de très complet et qui s'adapte en plus à chaque environnement, qu'il soit culturel ou géographique, en tout cas à chaque climat, etc., etc. Et effectivement, ça ne s'arrête pas juste à la question du potager, mais c'est vraiment même un acte positif de résilience, un acte politique aussi. Tout à fait. Oui, ça j'en suis convaincu. Déjà, le fait de cultiver ses propres légumes est un acte politique par définition, mais cette fleur permet vraiment d'être actif dans tous les secteurs et de montrer non pas une opposition, encore une fois, parce qu'on peut pas se battre contre un modèle qui est désuet et qui tombe de tous les côtés en lambeaux, mais par contre, on peut créer nouveau. Et c'est ça où c'est super intéressant, c'est que la permaculture, c'est ça. Ça permet d'ouvrir les portes vers une autre façon de fonctionner tous ensemble, et d'arriver vraiment à un autre univers. Et celui que je pense qu'en tout cas, on peut en rêver, c'est un univers beaucoup plus humain, beaucoup plus respectueux de l'écosystème, de l'individu et du bien-être humain. On n'est pas des animaux de travail obligés d'aller rentrer de l'argent toutes les semaines. On en a besoin pour vivre, mais on est tombé dans un drôle de cercle vicieux où on se lève pour aller faire fonctionner le système capitaliste, pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger. Il y a des trucs qui vont plus là-dedans. Et puis, ça peut paraître parfois difficile de lâcher les choses, mais c'est un des éléments que le burn-out m'a fait comprendre, c'est que quand on accepte de lâcher quelque chose, vraiment consciemment, il y a du plus grand et du mieux qui arrive derrière. En tout cas, du plus adapté à ce que l'on a réellement besoin d'être. Et ça, dans ma carrière, comme j'ai laissé tomber beaucoup d'emplois, à chaque fois, j'ai un truc de plus, un truc de mieux qui est venu. Donc, faut pas avoir peur de lâcher. Enfin, c'est difficile, c'est facile à dire comme ça, mais faut pas avoir peur de lâcher. Et pour répondre à ta question aussi par rapport à la monoculture, ben oui, ce concept de permaculture a été inventé ou matérialisé dans les années 70 par Bill Mollison et David Holmgren en Australie. Et ils sont partis en fait du constat dramatique de la situation déjà dans les années 70, de l'extinction de la biodiversité, on ne parlait pas encore de dérèglement climatique à ce moment-là, mais des appauvrissements de l'écosystème, de la destruction des milieux naturels. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, les ont inspirés à lancer, en tout cas à réfléchir et puis à créer, à proposer un modèle, comme j'ai dit, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et finalement, peut-être qu'on en fait déjà tous un petit peu de la permaculture et qu'on a juste à essayer d'augmenter un peu les efforts. C'est comme ça que j'ai réellement découvert la permaculture parce que ça me paraissait au début de cette collaboration avec la ferme de Desniers, ça me paraissait être, je ne vais pas dire un mythe, mais quelque chose d'inatteignable, tellement c'était complexe et complet et en interaction permanente. Et puis, mon formateur en permaculture est passé sur le terrain à la maison où je cultivais déjà, et il m'a dit, mais Michael, ce que tu fais ici, c'est de la permaculture. Donc, c'était en fait simplement un maraîchage biologique, une production, un jardin potager biologique, où on favorise l'écosystème aussi, et où le circuit de commercialisation est privilégié comme circuit court. Donc, tous ces éléments-là sont des petits bouts de la permaculture qui, mis bout à bout, fait en sorte que ça colle à l'éthique, ça colle à cette philosophie, et donc on devient permaculteur de cette manière-là, en fait. Donc, c'est en cela que tu nous inspires beaucoup et que tu es un des représentants de ces philosophies très inspirantes
qui, on l'espère, nous aident à planter des graines pour un nouveau monde. La permaculture et tout ce que tu fais, voilà, ce n'est pas quelque chose en opposition, c'est pas quelque chose qui va contre ce qui existe et qui est en train de péricliter. J'entends là nos vieux systèmes agricoles, notre vieux système politique et économique, etc., basés sur la domination de certains sur les autres et sur la nature et sur les animaux et sur les autres êtres humains, etc. Et puis cette façon de voir, cette façon de pousser les gens à travailler souvent sans beaucoup de sens, à la course au profit pour un patron au-dessus ou pour une administration, etc. Et se concentrer dans les villes, dans le stress du matin au soir, etc. Toi, en cela, tu es très inspirant. C'est que tu as changé de vie, comme tu as expliqué, tu t'es mis en action, tu as lâché quelque chose, donc tu as créé de l'espace et la vie t'a apporté quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu veux, ça a l'air très fort chez toi, que tu veux transmettre. J'ai l'impression que au-delà du fait que tu es passionné par la terre, par tout ce que tu fais, et on pourra aussi parler de ce que fait ta compagne Anaïs, mais vous avez l'air tous les deux aussi très passionnés, et ça, je vous invite les amis à aller voir leur site web. Hein, j'ai mis en commentaire de cette vidéo leur site web, leur page Facebook, allez la liker, allez voir les formations, etc. Vraiment, c'est quelque chose d'important pour vous, c'est transmettre, expliquer. Pourrais-tu me dire, toi, pourquoi, comment tu ressens, c'est peut-être une analyse, une vision, mais c'est aussi un ressenti, comment tu ressens aujourd'hui l'époque dans laquelle on vit, l'urgence éventuellement dans laquelle nous vivons, etc., le malaise, les portes de sortie, ou plutôt les portes grandes ouvertes sur un nouveau monde. Comment tu t'inscris là-dedans? Pourquoi tu penses que c'est important aujourd'hui de s'intéresser à ces questions, et pourquoi tu inviterais les gens à venir se former chez toi ou chez d'autres, mais pour aller dans le sens de cette philosophie? Ben, pour faire simple, je te dirais pour faire simple, là, une question aussi compliquée, mais un des éléments qui me pousse à dire ça, c'est le manque de résilience. On sait que notre système, tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, est extrêmement dépendant de tous les transports, de toute cette mobilité de l'alimentation. Et à partir du moment où on sait qu'une ville a une résilience alimentaire de 3 jours, 3 jours, c'est rien. En 3 jours, il n'y a plus rien dans les magasins, donc il n'y a plus rien à manger. Au 4e jour, bah, ma foi, ça passe encore tant qu'on a à boire. Au 5e, on commence à avoir faim. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Bah, pas des situations très joviales dans des situations de surpopulation comme ça. Donc ça, c'est déjà un élément principal, c'est de se dire il faut pouvoir faire pousser sa propre nourriture de manière à pouvoir être autonome entre guillemets, puisque un potager ne va pas pouvoir permettre de combler tous les besoins alimentaires. On se pose beaucoup de questions par rapport aux céréales pour le moment. Comment est-ce qu'on va pouvoir les intégrer dans des jardins de petite surface ou sur des surfaces de petite production? Parce que les monocultures, c'est essentiellement sur ça. Et donc, du coup, c'est cheminer tout doucement vers une augmentation progressive de son autonomie, en tout cas dans l'alimentation. Et on se rend compte très rapidement d'une chose, c'est que même si on n'a pas la main verte, la nature, elle veut faire une chose, c'est pousser et produire des fruits ou des plantes ou de l'alimentation, mais elle va produire quelque chose. Elle est toujours dans cette gratuité de production pour nous faire plaisir. Et donc, je dirais que c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est de récupérer cette résilience. Après, c'est aussi un acte politique. Ça veut dire que c'est grâce à notre portefeuille qu'on peut orienter les choix des multinationales, des grandes sociétés, des gouvernements. Et donc, du coup, si on ferme son portefeuille à Coca-Cola ou à McDo, ou peu importe, je cite des multinationales, mais elles sont toutes à mettre dans le même sac, et qu'on offre des alternatives, eh bien, on va montrer qu'économiquement aussi, la force du peuple, elle est là et qu'elle peut faire changer des avis commerciaux. On ne vend que les produits qu'on achète, en fait. Donc, c'est à nous, en tant que consommateurs, à se dire à un moment, bah, stop, on fait autre chose, on fait d'autres choix. Et puis, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand on relance la culture, quand on retourne dans le jardin potager, même dans le jardin d'ornement, c'est le retour du contact avec la nature. On est complètement déconnecté de la nature, on ne sait même plus, pour la grande majorité des gens, et je dis ça sans jugement, mais on ne sait même plus quels légumes poussent à quelle saison et quelles choses on doit manger à quelle période. On nous demande des tomates en plein hiver ou des fraises au mois de février, c'est matériellement pas possible
de produire cela dans nos conditions actuelles en Belgique. Et donc, on cautionne en achetant ce genre de produit non seulement de la malbouffe, même si elle est, excusez-moi, étiquetée bio, mais qu'elle vient des vagues, des mers de plastique à Almeria, où les ouvriers qui travaillent là-dedans sont des réfugiés qui n'ont voilà, qui sont dans des conditions exécrables au niveau de la traite des êtres humains. Donc ça aussi, c'est une manière de réorienter son portefeuille et d'aller d'amener le changement, d'amener progressivement ce changement. Donc il y a eu d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall aux États-Unis a invité tous les citoyens à cultiver leur propre jardin, puisque les agriculteurs étaient partis au combat et qu'il y avait moins de production. Donc, c'est vraiment, c'est très important. Et puis, spirituellement ou non physiquement, je ne sais pas très bien comment le dire, quand on met les mains dans la terre, il se passe quelque chose. On a une reconnexion vraiment vers notre être profond. Je crois que c'est le mot qu'on peut utiliser. D'ailleurs, les scientifiques américains ont isolé il y a quelques années que dans le sol, il y avait la bactérie du bonheur et que le fait de mettre les mains dans la terre, ça amenait à ramener la vraie banane, en fait, et le vrai feeling, la vraie connexion. Si on fait ça en plus avec les pieds nus dans le jardin, il faut faire attention à ce qu'on met comme broyat et comme chose en dessous, mais on augmente encore ce retour avec Gaïa, cette reconnexion en fait. Donc, sur un plan, on va dire, social, sur un plan politique, sur un plan spirituel, nous avons tous et toutes à gagner, visiblement. En tout cas, moi, je partage ton avis, à aller un peu plus dans la nature, à aller mettre les mains dans la terre, à travailler ensemble aussi, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure avant de commencer l'interview avec tous nos amis là qui nous suivent et qui sont visiblement très intéressés par tes propos. Nous parlions d'un problème aujourd'hui que nous avons lorsque nous commençons, parce que ce qui va nous intéresser aussi, c'est comment faire pour monter des projets intéressants. Voilà, commencer à aller vers l'autonomie, qu'elle soit vers l'autonomie donc dans son jardin, toutes les étapes, mais aussi travailler ensemble pour plus d'autonomie alimentaire, autonomie énergétique, etc. Et la grande difficulté, puisque nous avons pendant des décennies tous vécu les uns séparés des autres, dans nos petits appartements, dans les villes ou dans nos petites maisons, etc., dans ce grand confort matériel des années 70, 80, et puis donc coupés les uns des autres, coupés de la nature, coupés de ce que nous mangeons, etc. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est fabriqué. Et finalement, là, on se retrouve en 2020. On ne sait pas quoi faire de nos mains. On sait à peine travailler ensemble parce que faire des projets comme ça, c'est bien beau, mais comment faire ensemble pour travailler, créer par exemple un écolieu, créer vers la voie de l'autonomie, etc. Toi, tu as commencé, en tout cas, c'est pas un écolieu. Enfin, je veux dire, c'est pas vous n'êtes pas plusieurs à vivre chez toi, mais comme tu accueilles des gens, etc. Tu vois comment ça se passe. Est-ce que tu as des éclairages à nous apporter là-dedans? Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, ou un groupe de personnes qui a envie de se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles? Les trois premières lettres dont on a parlé tout à l'heure, c'est la première chose à faire, c'est de faire attention au PFH, le putain de facteur humain. C'est vraiment quelque chose qui traîne dans tous les projets. Et donc pour ça, il est vraiment, je pense, important que les personnes qui vont cheminer ensemble aient accès à non seulement un rêve commun, mais aussi à déterminer le chemin d'accès en commun. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement compliquées à gérer. Malheureusement, on fait toujours les frais d'un collectif, parce qu'à la fois, ça passe par cette habitude de retravailler ensemble, comme tu le mentionnais, chose qu'on a complètement perdue par l'isolement numérique, cette fracture numérique qui se passe aussi. Donc, il y a toujours cet élément-là. Il y a aussi le fait que parfois, c'est pas clair, que l'objectif de la mission n'est pas bien établi, ou que le rêve qui est matérialisé n'est pas celui que les porteurs vont suivre en arrivant au final. Donc, dans un cas pareil, dans le cadre d'un écolieu, dans le cadre d'un projet d'habitat participatif, des choses comme ça,
Je pense qu'il est clairement, enfin, il est très important que les instigateurs de ce projet restent les gardiens de l'idée, en fait, de départ. Et pour ça, une charte peut permettre de caser, en fait, de coincer toutes ces attentes de philosophie de départ de la part des porteurs, de manière à ce que les autres qui viendraient se greffer sachent exactement l'être humain est fait comme ça, on arrive toujours à un moment ou à un autre à des frictions. Et là, c'est l'intelligence collective qui peut prendre le pas, la communication non violente. Il y a plein d'outils de gestion allocratique maintenant qui permettent de pouvoir passer outre ces écueils et garder le projet vivant. En fait, moi, j'imagine beaucoup, mais on n'y est pas encore parvenu, c'est de fonctionner sur un principe de ruche ou de fourmilière, où c'est l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des individus qui travaillent au sein de, pour toute la fourmilière ou pour toute la ruche. Ce n'est pas, ils ne sont pas au service d'un roi ou d'une reine, ils sont au service de leur propre survie, tous ensemble. Et s'il y a un des maillons de la chaîne qui casse, si les abeilles butineuses refusent un jour d'aller butiner, il n'y a plus de pollen dans la ruche et c'est tout le reste qui s'effondre. Et on est à ce stade-là. On est à ce stade où plus personne n'est en lien avec plus personne, ou très peu. Et donc, du coup, cet effondrement qui est en train de nous arriver arrive encore plus vite, à la fois par rapport à nos valeurs personnelles, mais aussi par rapport à la structure globale, puisqu'on ne sait rien faire pour amortir le choc et freiner le choc. Choc, il y aura. Ça, pour moi, c'est une évidence. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'adoucir et pour le faire passer le plus doucement, l'adoucir, quoi. Comment tu sens les choses, toi? Tu parles d'effondrement, tu parles de choc, etc. Donc évidemment, c'est une question à je sais pas combien d'euros. Mais, on ne peut pas vraiment savoir. Mais comment tu sens les choses venir? Tu penses qu'un effondrement assez brutal nous pend au nez? C'est une dégradation lente du système qui va s'effondrer sur lui-même? Est-ce qu'on peut avoir un durcissement dans ces dernières années de ce système vers plus de flicage? Peut-être qu'un jour, il y aura interdiction de faire pousser ses légumes soi-même, C'est déjà le cas. etc. Et comment tu sens les choses à venir dans le contexte général sur un plan sociétal. Et puis, sachant qu'en plus, nous avons beaucoup, beaucoup de gens dans les villes donc qui sont Ouais. enfermés dans leur stress, dans le béton et éloignés de la nature et coupés entre eux. Hein, parce que, et en plus, on voit avec la gestion sanitaire, la gestion Ouais. de la crise du Covid, on est extrêmement isolés, de plus en plus divisés. Donc, comment tu sens les choses sur un plan sociétal voilà, dans les années qui viennent? Sans avoir de boule de cristal, c'est très difficile de pouvoir s'avancer, de pouvoir amener une opinion claire et tranchée. Euh, le dérèglement total de la biodiversité, enfin du système, il est là. Le dérèglement climatique, il est clairement là, alors que l'on parle d'un dérèglement climatique normal suite aux axes de rotation de la Terre, enfin que ce soit des choses cycliques, c'est possible. Le fait est, c'est que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ça ne s'est jamais passé jusque-là. On est à un pourcentage d'extinction d'espèces qui est au moins 100 fois plus important, au moins 100 fois plus important que ce qui se passerait dans la nature en règle générale. Le problème, c'est comme j'expliquais dans la ruche avec les abeilles, c'est que quand il y a un maillon de la chaîne qui finit par disparaître, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la chaîne qui casse. C'est comme un moteur, en notre exemple, un moteur dont une clé d'engrenage casserait, le moteur ne va plus tourner pareil. Et ici, on est déjà dans ces ruptures. Le système climatique est dans ces ruptures. Et aujourd'hui, on a eu la plus belle journée de la semaine. On est à passer 20 degrés. On est le 25 février. Il y a 10 jours, on était à moins 13. On est à plus 20 degrés. 33 degrés d'amplitude thermique en 10 jours, c'est pas étonnant qu'on ne tombe pas malade. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est que le système s'emballe, clairement. Et il y a d'autres scientifiques bien plus documentés que moi qui pourront donner des chiffres. Il y a d'ailleurs une émission que je vous recommande si ça vous intéresse, justement, ces scénarios sur l'effondrement. C'est la vidéo des 4 scénarios d'Arthur Keller, qui explique très bien de manière très scientifique dans quelle situation on se trouve en fait à l'heure actuelle. Mais je vous invite à la regarder.
Ensuite, comment ça va se passer pour moi au niveau mondial, ou au niveau de la gestion? J'aime pas d'utiliser ce mot-là, mais j'ai peur, clairement. On est dans une société qui devient de plus en plus fliquée, avec de plus en plus de restrictions. On nous avance sous prétexte d'une crise sanitaire dont chacun se fait son opinion maintenant, des restrictions de liberté qui deviennent absolument hallucinantes. Imaginez-vous avoir, est-ce que vous imaginiez, il y a encore 1 an et demi, devoir avoir un passeport sanitaire pour voyager à travers le monde? Non, on est dans des analyses enfin, de la rétine, des analyses faciales, des analyses. On est dans un monde où l'informatique prend une telle place maintenant que c'est lui qui va finir par contrôler nos vies. Et l'intelligence artificielle est extrêmement dangereuse, peut-être bénéfique sur certaines parts, mais elle est extrêmement dangereuse par rapport à l'intrusion dans nos vies privées. Regardez la censure qu'il y a pour l'instant sur tous les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur certains réseaux sociaux, sur des grandes chaînes qui transmettent des vidéos aussi. Donc, on est dans un système où le flicage devient de plus en plus intense parce que je pense sincèrement que ce gouvernement sent tellement les choses vaciller ces gouvernements, on va pas mettre que le nôtre, sent tellement les choses vaciller sous leurs pieds que la seule chose qu'il leur reste pour tenir l'ensemble, c'est de mettre les gens dans la peur. On l'a vu avec les attentats du 11 septembre, on l'a vu avec les crises comme le Covid. Enfin, il y a plein de choses qui font en sorte que depuis quelques années, il y a un courant bizarre qui se met en place. Voilà, je vais utiliser ce terme-là parce que je n'ai pas de preuves matérielles pour pouvoir le dire. C'est juste vraiment que tu me demandes mon ressenti. C'est ça. Et j'espère que nos enfants et les enfants de ma fille pourront tout simplement évoluer librement dans ce monde. Librement, tout simplement. Alors, ben voilà, c'est beaucoup de sujets abordés sur un plan sociétal. On va revenir ensuite à ta micro-ferme, à techniquement comment monter un tel projet, plus techniquement comment tu travailles tes sols. Il y aura des questions, etc. On va parler et aussi des plantes aromatiques et médicinales, etc. On va parler de tes formations parce que c'est vraiment c'est pas seulement intéressant, c'est aussi très important. Mais pour finir sur cette question, pour continuer un tout petit peu de discuter autour de ces questions sociétales, effectivement, on sent bien les choses venir. De toute façon, qu'il y ait eu cette crise sanitaire ou non, nous allions, ça fait longtemps que l'on parle d'un fichage numérique beaucoup plus resserré et que les gouvernements actuels qui sont on le sait bien, ça faut pas être sorti de Polytechnique pour savoir qu'ils sont à la solde de la haute finance et des grands lobbies, des grandes industries qui font la pluie et le beau temps, y compris les lois sur cette planète. Ces gouvernements ont intérêt à ce que tout cet autoflicage vienne de nous finalement, que la peur nous amène à nous surveiller les uns les autres, à nous diviser, et à continuer d'être. C'est pire que métro boulot dodo. C'est on va travailler, on va consommer et puis on rentre à la maison et surtout on n'entend plus trop parler des jeunes qui manifestaient pour le climat, des gilets jaunes, de ci, de ça, des gens pour la retraite, etc. Ce que j'ai envie de te demander, c'est si nous allons. Alors, il y a cette idée, comme tu disais tout à l'heure, de quelque chose de plus en plus sécuritaire et de plus en plus fliqué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette idée dans les villes, comment ça peut se passer. Moi, tu me parles d'effondrement, tu parles où à un moment donné, ça peut basculer, etc. Mais les gens qui travaillent comme toi, à rendre des sols vivants, à transmettre aux autres, etc. Qu'est-ce qui se passerait si les villes n'étaient plus achalandées au bout de quelques jours ou quelques semaines? Qu'est-ce qui va devenir de tes jardins, de tes potagers? Mais tu vois où on va, quoi. Oui, je vois très bien où on va parce que c'est une question qui fait sens dans la vie des maraîchers. Déjà, à l'heure actuelle, on se fait voler des légumes. Moi, personnellement, ça va. Je me suis juste fait voler une fois une récolte de fruits. Mais c'est relativement correct. Les producteurs qui sont déjà en bordure de ville, à l'heure actuelle, se font déjà voler les fruits. Le jour où on n'a plus rien à manger, il va y avoir, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est on se retrouve avec des hordes de gens affamés qui viennent piétiner les jardins, arracher les trucs qui sont pas mûrs parce qu'ils y connaissent rien, et donc réduire à néant les derniers espoirs d'alimentation locale.
voire même potentiellement le décès du producteur et donc des compétences qu'il aurait. L'autre solution, ça peut être de dire, et c'est peut-être très utopiquement ou très bisounours qu'on va me dire, qu'on va me répondre, mais moi j'ai toujours dit, les gens, je les attendrai avec un sachet de graines. Sur les 2,5 hectares, je n'ai pas l'utilité tout pour l'instant, parce que c'est toujours en phase d'agrandissement, mais je préfère donner un sachet de graines et lui dire, tiens, fais pousser et on va se partager les 4 radis qui nous restent, comme ça on aura tous au moins un radis à manger, et on va essayer d'en faire pousser les autres. Mais voilà, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, l'espèce humaine ait suffisamment de conscience pour éviter le clash. Est-ce qu'une partie d'entre nous, peut-être qui commençons à travailler sur nous-mêmes vers plus d'harmonie avec la nature, plus d'harmonie avec nous-mêmes, parce qu'on parle d'écologie extérieure, mais aussi ça va de pair avec l'écologie intérieure. Hein. J'ai entendu le mot spirituel 2-3 fois dans ta bouche. Tout à Donc, fait. c'est aussi un moyen de travailler sur soi, l'harmonie en soi, un chemin de sagesse, de paix qui se cultive pas qu'avec ses légumes à l'extérieur, bien sûr, avec les autres à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. Est-ce que nous ne serions pas dans les moments où ça ira mal, enfin ça a commencé déjà à aller très mal, mais où ça pourrait aller plus mal, est-ce que ce ne serait pas un moment où on pourrait avoir peut-être aussi quelques bonnes surprises, sans tomber dans trop de candeur et trop de naïveté, mais quelques bonnes surprises, avoir des schémas d'entraide justement, et de gens qui dans l'urgence pensent à se donner la main et à faire des choses ensemble, comme on l'a vu par exemple à Cuba, tu sais, suite au blocus, quand ils ont dû faire dans les villes une forme de permaculture, de se débrouiller, de devenir autonome, même au sein des villes. Est-ce que tu penses qu'au moins théoriquement, c'est quelque chose qui te parle et qui serait possible? Je l'espère, je m'inspire toujours du système naturel et on voit que dans l'adversité, le combat n'est plus là. C'est l'entraide qui se met en place. On vient de sortir d'un hiver assez froid, en tout cas assez neigeux. Tu peux remarquer que les animaux s'entraident, acceptent, se partagent même leur nourriture pendant ces périodes-là, et que quand on sort de cette période, ben, je vais dire entre guillemets les combats, mais les séparations reprennent leur cours. Donc j'espère que ce sera quelque chose d'un peu plus positif. Je crois que le réseau s'organise aussi de cette manière-là. Tu sais, quand j'ai commencé en 2009-2010, là, on était 5 maraîchers sur la province de Liège. Aujourd'hui, grâce à l'action que la province a fait et au réseau qu'on a mis en place, on est au moins 75 ou 76 jardins à travailler, pas main dans la main, mais en collaboration, à échanger des infos, à échanger des techniques. Il y a de plus en plus de particuliers aussi qui créent des zones, des havres de paix. En fait, je pense que c'est ça. On est en train progressivement de recréer un maillage d'oasis et on espère qu'un jour, avant que ce ne soit clashé, tout ça, ça va pouvoir communiquer les uns avec les autres et qu'on va. Je refuse d'être pessimiste parce que si on est pessimiste, là maintenant, à cette époque-ci, ben, il reste plus grand-chose à faire. On reste dans son pieu, on prend sa boîte de Xanax et on attend que ça passe et que ça finisse par arriver. Au contraire, je pense que on s'est incarné sur Terre à cette période-ci pour une mission bien déterminée. C'est pour aider et pour accompagner ce changement qui est en train de se passer. C'est pas du hasard tout ce qui se fait. En tout cas, moi j'en suis convaincu. C'est pas du tout du hasard. On est venu là pour faire quelque chose maintenant. Et ceux qui ne sont pas prêts à, parce que c'est lié aussi à l'évolution de Gaïa, à l'évolution de la planète. J'ai un ami géobiologiste qui étudie les vibrations et qui calcule les vibrations, le taux vibratoire de la Terre. Il m'expliquait qu'en 2019, en décembre 2019, on était à un taux de 95 000 bovis sur l'échelle énergétique. Oui. Aujourd'hui, on a passé, le 15 février, on a passé les 500 000. Donc en un an, on a fait un taux vibratoire de la planète x 5. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe et qui dépasse notre conscience humaine matérialiste actuelle, en fait. On est dans quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai perdu mon papa pendant le Covid. Alors, bien sûr, ça fait toutes les peines du monde, comme beaucoup de gens qui l'ont perdu également, qui ont perdu des proches. C'est triste, je n'en disconviens pas, mais ça fait partie de l'évolution. Toutes ces personnes qui se sont programmées pour faire 80, 70, 80, 85, 90 ans de vie sur la planète arrivent simplement à la fin de leur cycle, comme tous les cycles. Mais la différence, c'est qu'en Europe, on a peur de la mort. On crève de peur avec la mort. On n'a pas du tout cette
cette relation saine qui nous a été en fait insufflée par notre éducation judéo-chrétienne avec l'enfer, le paradis, les bons, les pas bons. Non. Et voilà. On a encore énormément de choses à savoir et c'est ça que je souhaite vraiment que ce soit ces oasis qui reprennent leur place. Et alors, il y a aussi autre chose qui me fait croire et croiser les doigts qu'on pourra s'en sortir à un moment, c'est les travaux de Masaru Emoto. Je ne sais pas si vous connaissez ce scientifique japonais qui a travaillé sur la mémoire de l'eau et sur l'énergisation de l'eau. Allez voir, allez faire jeter un œil dessus. Et comme tout est fait d'eau, ou quasiment tous les êtres vivants ici sont faits majoritairement d'eau, ça veut dire qu'on peut influencer aussi par nos ondes, par nos pensées, par notre façon d'être, l'eau aux alentours. Et donc, modifier son état dans notre faveur, pour notre bonne intention en tout cas. Pour celles et ceux peut-être qui ne connaîtraient pas l'expérience la plus connue, c'est celle qui consiste à envoyer des vibrations d'amour, etc., très positives à l'eau. Et une fois que les molécules ont été gelées et ressorties, regardez au microscope, on voit des molécules d'eau vraiment en pleine harmonie, magnifique. Et quand on envoie de la haine, de la colère, on voit un espèce de chaos sous le microscope à l'échelle moléculaire dans l'eau, ce qui nous montre l'impact que nous avons au niveau de la pensée, dans l'invisible, etc., sur les éléments, sur tout ce qui est notamment, nous sommes étant constitués d'eau sur à peu près tout, quoi. Et l'eau a de la mémoire. C'est... Alors, bon, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, Mickaël, que je découvre avec tous les amis qui nous suivent là, qui sont toujours là, eh bien, c'est que tu as en même temps, tu as une véritable grille d'analyse politique, tu as une lecture critique sur un plan politique, économique et sociétal en général, et en même temps, tu parles beaucoup de spiritualité, tu ressens les choses, les vibrations, tu parles d'harmonie, etc., etc. Finalement, est-ce que c'est pas ça l'être humain, l'homme ou la femme, de plus en plus complet et complète pour incarner cette transition? Tu parlais aussi de s'incarner. C'est vrai que nous sommes finalement les incarnations de la transition entre deux mondes, un monde qui s'effondre et on l'espère un monde nouveau basé sur une connaissance universelle de l'amour, de l'entraide, une vision un peu plus élevée, des vibrations plus hautes, une compréhension du monde peut-être différente. Finalement, tu représentes un petit peu cette transition, Mickaël. J'espère. Complet dans ta façon de voir et de vivre les choses. J'espère. J'essaye d'y être actif aussi et d'être le plus généreux possible. C'est des choses sur lesquelles, en général, j'aime pas de me mettre trop en avant non plus, mais il y a dans mon métier, il y a deux parties. Il y a la partie qui me permet d'avoir des sous pour pouvoir payer mon alimentation et pouvoir continuer aussi à évoluer, à payer les factures et tout ce qui s'ensuit. Et puis, il y a toute cette part immatérielle, j'aime pas d'utiliser le terme bénévolat parce que c'est pas ça. C'est l'impression de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse ou qui est plus grand que nous. Et dans cette optique-là de création d'un réseau de transition, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de réseautage. Comme j'ai eu beaucoup de formations, j'ai rencontré plein de gens, j'ai pu les mettre en commun. J'ai aussi eu la bonne idée un jour sur les WC, un jour de Noël, de créer un groupe Facebook qui s'appelle Maraîchers Ensemble et qui était dans cette optique-là, c'est maraîchersensemble.be et qui permet de faire du lien entre les professionnels, entre les amateurs et tous ceux qui ont envie d'échanger autour de ce maraîchage. Alors bien sûr, on parle de tous les aspects techniques, on parle de le potager à proprement parler, mais j'ai aussi souhaité que ce soit plus grand que ça, parce que dans mon entourage, à une époque, il y avait énormément de maraîchers qui cherchaient des terres et qui n'en avaient pas. Et dans une autre partie de mon portefeuille client, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression-là, j'avais des gens qui avaient des terres, mais pas de maraîchers pour mettre dessus. Et donc, l'idée, en créant ce groupe, ça a été de justement pouvoir faire joindre ces deux profils de manière à pouvoir leur permettre d'évoluer, de trouver chacun leur autonomie et leur bonheur. Et c'est ça le principe de la perma, c'est de faire du réseau, c'est de
d'allier tous ces éléments-là les uns derrière les autres et de se dire aussi que les déchets de l'un font la richesse de l'autre. Et comme ça, les cycles vertueux sont lancés, les boucles positives sont lancées et on peut aller que vers un mieux de ce côté-là. Donc, finalement, on incarne le monde d'après, on le prépare, on s'habitue, on crée de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes ou que ce soit ensemble, pour se rapprocher différemment de la nature, vivre avec elle dans l'idée de l'harmonie. Maintenant, je pense qu'ici, théoriquement, on est beaucoup à être totalement d'accord. Ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui changent leur alimentation, qui sont en train de changer leur vie, qui voudraient aller vers des choses plus résilientes, plus collectives, plus liées au respect de notre environnement, le respect de nous-mêmes, sortir de cette folie, de ce système implacable capitaliste qui nous fait tous stresser et aller au burn-out et à passer notre vie et arriver à la fin à se dire mais qu'est-ce qu'on a fait de cette vie? Pourquoi j'ai vécu? Pourquoi j'ai travaillé? Pourquoi j'ai gagné de l'argent? Pourquoi j'ai payé cette maison? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai été heureux? Est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que j'ai pris le temps de bien vivre avec mes enfants, avec mes amis, de contempler le monde, de regarder, de lire de la poésie, de faire de la musique, etc. Ou alors j'ai bossé comme un fou dans un système qui me dominait finalement. Mais maintenant, quelque chose de très concret. Alors je pense qu'on est beaucoup ici à être à t'applaudir avec notre cœur dans ta démarche, dans tout ce que tu as fait, parce que tu incarnes vraiment le changement. En tout cas, on est beaucoup à le penser ici, j'en suis sûr, dont on a besoin, et au moins, que, quoi qu'il arrive, effondrement ou pas, brutal ou lent, etc., que ce soit réussi ou non, au moins on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas essayé, qu'il n'y aura pas eu des gens comme toi qui n'auront pas proposé des choses et essayé et qui auront mis, comme tu as dit tout à l'heure, le mot au service. Moi, j'aime bien ce mot-là. Au service des autres. Hein. C'est se mettre, incarner ce service, rendre service et faire avec les autres et transmettre. Maintenant, je vais te poser une question très concrète. On va revenir à du concret. C'est, voilà, je veux monter un projet, je veux pourquoi pas habiter sur ma terre agricole, mais c'est compliqué, je peux pas, j'ai pas assez d'argent pour me payer une grande terre où on peut une terre constructible, je veux dire, toi, on peut faire une maison, faire pousser des légumes, avoir, etc. Déjà, techniquement, avant de parler concrètement de rendre les sols vivants et d'avoir une bonne production, comment je fais pour trouver un lieu où je peux faire moi-même un potager intéressant avec une belle production sans partir dans un prêt de 500 000 euros que la banque ne me donnera pas? Alors, il y a plusieurs possibilités. Tout dépend évidemment de ce qu'on a envie de faire. Si c'est juste de faire du jardinage pour se reconnecter, pour se préparer à manger, faire sa production de ses légumes, sans s'endetter, il y a maintenant de plus en plus dans les villes et dans les bourgades la possibilité d'utiliser ou de fréquenter des potagers collectifs. Vous avez des petites parcelles qui sont mises à disposition et qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent aussi à la fois de se familiariser avec le maraîchage, mais surtout de créer des liens, encore une fois, entre différents acteurs, différentes personnes qui vont jardiner et d'échanger sur les techniques. Donc ça, c'est extrêmement riche pour pouvoir grandir. Comme je le disais, il y a aussi… Potagers collectifs, comme ça, créer des potagers collectifs, pourquoi pas, qui peuvent être cofinancés par la commune, etc. Ça commence à exister, ça. Oui, oui, tout à fait. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et donc c'est vraiment quelque chose à encourager aussi. Il y a tous les actes, j'allais dire, de désobéissance civile, mais qui sont naturels, qui sont propres et qui sont favorables pour l'environnement. C'est la plantation. Il est extrêmement facile de faire des boutures d'arbres fruitiers, d'arbustes fruitiers, plutôt les arbustes que les arbres, de faire des boutures et d'aller installer ces boutures dans les écosystèmes. Ça reprend pas. Au moins, on a fait quelque chose. On a lancé un process et si ça redémarre, d'ici 2, 3, 4 ans, le groseillier va pouvoir porter ses fruits et permettre soit aux humains de consommer, soit de faire tout simplement un plus pour la biodiversité et de permettre aux oiseaux de s'alimenter de ces groseilles. Donc ça, il y a plein de possibilités. Un peu plus, Mickaël. Tu le fais ça, toi, des fois? Tu vas semer des arbres fruitiers comme ça, un peu dans la nature, à l'extérieur? Oui, oui, tout à fait. Tout ce qui est… nous expliquer un petit peu ce qu'on pourrait faire. Enfin, moi, on va parler de tes formations après, parce que sur les arbres fruitiers, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Il y a moyen de faire toute une
toute une série de multiplications au niveau des groseilliers, des cassissiers, donc ces petits fruits qui sont très très faciles à gérer. Une fois qu'on connaît la technique de la bouture, ce sont des gestes qu'un enfant de 4 ans peut réaliser sans aucun problème. Ma gamine, quand elle avait 5 ans, elle faisait ses boutures et elle réussissait mieux que moi la reprise, tu vois. Donc c'est simplement le prélèvement d'un morceau de végétaux. C'est un peu technique, ça doit se faire au bon moment. Et j'implante en fait ce morceau de végétal dans les chemins d'accès autour de la maison. Alors après, voilà, ça reprend pas. J'ai fait ça avec du groseillier, j'ai fait ça avec du cassis, j'ai fait ça avec du sureau, j'ai fait ça avec quoi encore? Enfin, toute une série de végétaux qui peuvent se multiplier aisément et qui ne coûtent strictement rien, en fait, dans le process. Au contraire, je réalisais ces boutures-là avec les déchets de taille de mes petits fruits. Donc, pour pouvoir les renouveler et avoir une production, voilà, donc c'est des déchets qui auraient dû finir au compost, bah, plutôt que de simplement les foutre au compost, je leur donne une deuxième vie de cette manière-là. Oui, parce qu'en plus, j'en discutais juste Avantage de, cet après-midi, il y avait, avant, il y avait beaucoup plus d'arbres fruitiers dans les prairies, autour des champs, etc. Les paysans avaient tous des arbres fruitiers un peu partout, y compris dans les prairies, et que maintenant, tout a été énormément rasé pour pouvoir travailler avec les machines, quoi. c'est ça, tout à fait. C'est la crise de l'après-guerre, hein, c'est la campagne de remembrement où tous les arbres fruitiers aux tiges ont été arrachés, un patrimoine historique multiséculaire parce que ces variétés ont été suivies et choyées par nos anciens avec respect, avec amour et pour des raisons bien particulières. Donc, au niveau des pommes et des poires, on a des quantités astronomiques de variétés qui ne sont plus commercialisées maintenant, mais qui permettaient d'avoir de la poire, par exemple, du début du mois d'août jusque fin du mois d'avril, début du mois de mai. En alternant les variétés, en choisissant les variétés, on pouvait avoir des claps du mois d'août et de la poire de Saint-Rémy qui se conserve en cave jusque avril sans aucun problème. Donc, Quasiment toute l'année, quoi. ah oui, quasiment toute l'année. En fait, c'était ça la recherche paysanne dans le temps, c'était de pouvoir s'alimenter et d'être résilient tout au long de l'année. En fait, c'était, je veux dire, un gros mot pour rire, mais en fait, c'était des survivalistes, nos anciens. Bah, ils n'avaient pas le choix. Clairement, il n'y avait pas de mondialisation. Donc, je crois qu'il ne faut même pas remonter si loin que ça. Je n'ai plus d'historique dans ces périodes-là, mais si tu remontes, à mon avis, d'une centaine d'années en arrière, peut-être même aller 120 ans, les gens n'avaient pas d'autre choix que d'être autonomes. Et il y avait des métiers qui ont complètement disparu aussi. Je te parle de la poire de Saint-Rémy, il y a le métier des vendeuses de poires qui avait lieu, qui était surtout à Liège, qui vendaient leur queue de père. Donc c'était leur poire cuite et elles criaient dans la rue avec leur petit chariot en vendant leur poire. C'est des choses qu'à l'heure actuelle on ne saurait plus voir dans le système. Mais par contre, le fait de cultiver ces fruits-là, ça oui, on peut encore le refaire. Et donc, on peut encore faire attention à recréer notre alimentation. D'autant plus qu'avec les arbres fruitiers, que ce soit les petits fruits ou les grands fruits, surtout pour les arbres aux tiges et les pommiers, les poiriers ou les cerisiers, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'impacte pas que notre génération. Quand j'ai planté mes arbres fruitiers en 2010-2011, c'est tous des arbres aux tiges, donc très vigoureux, qui sont de vrais arbres par la suite. Je sais très bien que je n'aurai pas la jouissance de leur production maximale. Tout simplement, j'espère que c'est ma fille qui aura accès à cette production-là, et puis ses enfants aussi. Donc c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'on impacte directement un écosystème pour 50, 60, 100, 120, 200 ans. La foi, si les arbres sont en forme, ils vont pouvoir continuer à se développer et à avancer. Donc ça dépasse encore une fois notre propre vie. Et tout ce qu'on peut faire avec la nature, c'est ça, c'est retrouver cette humilité face à quelque chose qui nous dépasse. Le bois de chauffage qu'on va mettre dans la cassette, ce sont des gens qui l'ont planté il y a 70, 80 ou 90 ans, en pensant aux générations d'après. Et ça, on ne fait plus, nous. On ne fait plus du tout dans notre système. Qu'est-ce qu'on fait? On pense à l'immédiateté, à la génération de maintenant. Encore une fois, je ne rentre pas dans un jugement, mais je m'interroge quand on bloque l'entièreté du monde pour épargner des gens qui arrivent en fin de vie et que que nos enfants sont la génération sacrifiée. Tu l'as dit, ma gamine a 14 ans. 14 ans, qu'est-ce qu'on faisait, nous? On doit avoir plus ou moins le même âge. On allait draguer. On avait nos premiers contacts avec les gens. On avait les premiers petits amis, les premiers petits copains ou les premières petites copines. C'était vrai.
Ici, maintenant, tu ne peux même plus voir l'expression d'un visage d'un enfant parce qu'il a son masque qui est, en plus, ça n'engage que moi, mais d'une inutilité, d'une aberration médicale totale. Mais ça n'engage que moi. Voilà, donc il y a vraiment un problème d'immédiateté à tous les niveaux et que ce soit au niveau politique ou au niveau personnel, on n'a plus de vision à long terme et on n'a pas de vision holistique. On a été segmenté, toutes les informations, il y a des experts dans chacun des domaines, mais plus personne n'est capable de faire du généralisme. Et moi, très humblement, je pense que je suis plus généraliste que véritablement expert dans tout. Alors oui, forcément dans le maraîchage, vu que j'en ai fait mon métier et que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'expérience, on peut peut-être parler d'expertise, mais c'est même un terme que je n'aime pas. De savoir-faire, oui, que je suis prêt à transmettre. Et alors, bon, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes, Michael. On en était, tu as ouvert la parenthèse sur les arbres fruitiers que tu allais, dont tu faisais des boutures, que tu allais, que tu allais essaimer comme ça un petit peu Oui. autour de chez toi. Et si on referme cette parenthèse, tu peux poursuivre sur ce que tu disais? Rappelle-moi qui. En fait, on était dans ce que l'on peut faire, tu sais, ce que l'on peut faire, toutes Ah les oui, actions, pour se mettre en route. voilà, pour se mettre en Voilà, route. tout à fait. Si on a un petit morceau de jardin chez soi, si on a même ne fût-ce qu'un petit morceau de pelouse, il y a aussi moyen de faire quelque chose, pas spécialement en grand volume, mais il est tout à fait possible de démarrer des cultures sur des petits espaces, même si on n'a pas beaucoup de sol, même si on n'a pas si on n'a pas un sol de qualité. La permaculture, entre autres, avec tous les outils qu'elle donne, parce que je vous rappelle, c'est de la philosophie, c'est pas une technique agricole, mais avec toutes ces techniques que l'on peut puiser dans le maraîchage bio, dans le maraîchage sur sol vivant dont on parlait, dans les lasagnes, dans les buts, dans tous ces éléments-là, vont nous permettre de créer rapidement des conditions très fertiles, en fait, sur lesquelles les végétaux vont pouvoir se développer. Indépendamment de ça, si on n'a pas le temps, si on n'a pas l'énergie de faire un potager, puisqu'on est pris dans la vie de tous les jours, simplement faire ce qu'on appelle une zone 5 en permaculture, donc une zone sauvage. Ça peut être 4 mètres carrés de jardin, hein, où vous laissez la pelouse sans la tondre. Vous empêchez votre petit robot tondeuse de passer à cet endroit-là et vous laissez la nature s'exprimer. Vous allez voir, peut-être que la première année, vous allez avoir que les graminées du gazon qui poussent parce que forcément, il n'y a plus que ça. Et puis l'année suivante, vous aurez peut-être un peu des pâquerettes. Ah, les pâquerettes, c'est super intéressant pour les insectes aussi. Ils vont pouvoir venir butiner. Puis peut-être que vous aurez une centaurée. Peut-être, enfin voilà, la nature va reprendre elle-même ses droits et de créer des poches comme ça. C'est ça qui va permettre en fait aux insectes de pouvoir circuler d'un côté à l'autre. Pour ce qui est de la technique de mise en culture, il en existe un paquet. Moi, en général, je fonctionne avec des techniques qui sont, j'essaye d'être le plus respectueux possible du sol dès le départ. Parfois, on est dans des cas de figure où on n'a pas d'autre solution que d'utiliser une grosse machinerie, une moyenne machinerie qui permettra une seule fois de remettre les conditions de culture dans un bon état et donc de pouvoir avancer dans la production. Mais c'est très très simple en fait. Et si on veut éviter les écueils, je parle pas pour ma paroisse, hein, mais si on veut éviter les écueils et éviter de se faire tout bouffer par les limaces la première année, la chose la plus intelligente à faire, c'est de se former. Il existe des dizaines de formations maintenant. Voilà, chez moi, il y en a clairement, mais il y a des formations gratuites, il y a des formations en ligne. Il y a plein de possibilités d'avoir ce savoir et ce savoir-faire pour éviter de prendre des écueils. J'ai tellement vu des gens qui, au premier beau temps, sont déjà prêts. Là on est déjà dans le cas de figure. Ils sont prêts à mettre les tomates en serre parce qu'on a eu une fois 20 degrés, alors que c'est pas du tout le moment de les planter, même en professionnel. Donc voilà, c'est tous des petits trucs comme ça qui permettent de pouvoir s'en sortir rapidement. Et puis, c'est trop bête d'aller essayer de réinventer la roue alors que d'autres l'ont fait avant. Oui. Donc, quand j'ai démarré, il y avait rien. Je n'avais aucune information sur le maraîchage bio-intensif, même pas permaculture. Tout ça n'existait pas. En fait, c'était jamais venu à mes oreilles, mais ça ne m'a pas empêché de démarrer. Et puis de se rendre compte en cours de route que on réajuste le curseur à gauche ou à droite avec toujours ce fil conducteur qui est notre éthique personnelle, en souhaitant qu'elle soit bonne évidemment, et cette aggradation de notre environnement. Donc, c'est très très facile d'arriver vite à un niveau de compétence et d'autonomie dans la production.
Tu pourrais tout nous dire ce que c'est que le maraîchage bio-intensif? Explique-nous ce que c'est. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'un un terrain en permaculture comme tu fais, c'est-à-dire pas en monoculture, mais avec avec beaucoup d'interactions entre les différents végétaux, des alliances, etc., entre peut-être des fleurs, des légumes, des fruits, etc. Mhm. Et explique-nous, s'il te plaît, si on peut vraiment imaginer que le jardin va être productif, voire plus productif à l'hectare, par exemple, qu'avec un sol en monoculture. Quelle est ton expérience et quelle est ta conclusion à ce sujet? Ben, pour moi, il n'y a pas photo au niveau de la productivité entre une production en monoculture et une production en permaculture. En fait, pour répondre à ta question, premièrement, le maraîchage bio-intensif, c'est quoi? C'est une technique de maraîchage où on va laisser les sols à nu le moins longtemps possible, où on va avoir des rotations très courtes entre les différentes cultures, mais aussi où on va associer des cultures. Et donc, rien que cette association de cultures va nous permettre très facilement de comprendre que c'est plus rentable, entre guillemets, qu'un système en monoculture classique. C'est plus technique, c'est plus compliqué, mais c'est tout à fait jouable et plus rentable, puisque, prenons l'exemple des choux, les choux vont avoir, pour des choux cabus blancs ou des choux rouges, ils vont avoir des cycles de culture qui vont varier entre 95 et 120, 130 jours à peu près, à la grosse louche. Pendant ce temps-là, le sol qui est au pied de ces choux, il est complètement nu. Et donc, il nous demande quoi? Soit un effort de paillage, soit un effort de désherbage. C'est de l'énergie perdue. Du coup, cet espace, on va essayer de l'optimiser et d'utiliser quoi? Une culture plus courte que celle du chou qui va pouvoir être insérée entre les choux. Et donc, du coup, typiquement, on travaille avec des salades, des laitues qu'on va installer entre les plants de choux qui auront une soixantaine de jours pour se développer. Ensuite, elles sont récoltées, les choux finissent leur croissance gentiment et je viendrai récolter mes choux à terme de culture. Donc, plutôt que de n'avoir qu'une seule production sur une planche, j'en ai déjà deux. Et alors, donc tu fais moins de paillage comme ça, tu as moins besoin de pailler. C'est d'autres variétés de légumes, là, telles que les salades, par exemple, qui viennent remplacer l'effort de paillage ou de désherbage. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est effectivement beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances par rapport non seulement à la période à laquelle on plante, on récolte telle ou telle espèce, mais en plus de savoir les variétés qui vont bien ensemble, quoi. Ça, Oui, c'est tout à fait. une expérience. Exactement. Ça, il y a relativement peu de données à l'heure actuelle concernant ça. Il y a pas mal d'études à gauche à droite, des bouquins à gauche à droite. Ils sont pas tous d'accord ensemble parce que déjà, ça dépend à chaque fois du microclimat et de la zone pédoclimatique dans laquelle on se trouve, tout simplement. Si vous êtes dans un sol sableux ou si vous êtes dans un sol argileux, les interactions vont pas être les mêmes, les plantes vont pas se développer de la même manière. Donc, il y a beaucoup de fluctuations par rapport à ça. Et si on prend ne fût-ce qu'une autre association qui est basée aussi sur la rapidité, qui sont l'association carotte-radis, que beaucoup de gens connaissent également, là, on ne sait pas utiliser n'importe quelle variété de radis pour pouvoir faire cette association-là, parce que si on a des radis qui montent avec un feuillage trop haut, il y aura trop d'ombre sur les carottes qui ne germeront pas. Ah, Donc ça sent. effectivement, techniquement, c'est Ouais. parfois un peu compliqué, mais aussi bien, il y a un très beau tableau qui est repris, c'est le livre de la ferme du Bec et Loin en Normandie, hein, qui est la Toi, ferme de référence en permaculture. excuse-moi, Michael, tu avais été suivre une formation hein, au Bec et Loin, toi, avant de te lancer toi-même dans les techniques de permaculture. Non, non, je le faisais déjà. En Ah, fait, j'étais déjà dans la permaculture à proprement parler, mais par contre, j'avais aucun point de repère. J'étais avec toutes ces associations, ces densifications de culture, mais personne aux alentours ne pratiquait ça. Du coup, j'avais vraiment l'impression de passer pour un fou au niveau des collègues. Et mon ancien directeur de l'école à l'époque m'a offert cette formation dans le cursus d'enseignement, ce qui m'a permis d'y aller. Et pour me rendre compte en fait qu'on avait choisi les mêmes voies de travail. Donc à la fois c'était Teddy Pérez qui était chef de culture à cette époque-là au Bec. On a pendant une semaine en fait on a échangé sur des techniques en s'aidant les uns les autres et en se confirmant l'un l'autre qu'on avait fait les mêmes choix sans se connaître et à des kilomètres de distance, à 800 kilomètres de distance. Ça aussi que parfois les infos elles descendent de façon très précise sur Terre. On ne sait oui, pas trop pourquoi ni comment, mais ça descend. on a des informations souvent au même moment. Il suffit d'avoir les Oui, antennes ensemble
sorti. Tout à fait. On va venir sur, tu vas nous détailler, s'il te plaît, les formations que tu proposes parce que c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant. Et je ne cache pas, les amis, moi je vais venir, on va s'inscrire pour venir suivre des formations avec Michael parce que j'ai vraiment envie d'être un peu plus au point techniquement. Donc, Michael, tu vas devoir me supporter pendant les formations. J'aurai peut-être plein de questions à te poser. Ça devrait être jouable. Mais, parce qu'on n'habite pas très loin, donc ça m'intéresse énormément. Tu vas nous décrire tes formations. Juste avant de décrire les formations que tu proposes, toi et ta compagne, hein, parce que tu m'avais écrit quand un maraîcher et une herboriste se rencontrent, donc Anaïs, cela donne des jardins particulièrement parfumés, colorés et abondants. Vous transmettez aussi, vous avez une pépinière éphémère spécialisée dans les plantes médicinales et les légumes à art piqué. Donc, tu vas nous parler de tout ça, de ces formations et de ce que vous faites vous exactement. Et avant, il y a une ou deux questions comme ça et après vous pouvez, si vous voulez, peut-être poser quelques questions. Alors, on va pas avoir toute la nuit pour, sinon, c'est ce que j'imagine. Il y a énormément de questions techniques. Mais par exemple, quelqu'un me demande, je sais pas si tu peux nous répondre à ça, pour éviter les chenilles sur les choux, on fait quoi? Alors, il y a deux manières pour pouvoir les gérer. La première, c'est de traiter, donc de Michel, rentrer encore une fois en, me demande ça. Excuse-moi, Michael. c'est c'est de rentrer en combat, de rentrer en conflit et de traiter. Donc là, un purin de rhubarbe va très bien fonctionner pour détruire les chenilles. Mais il y a aussi une autre technique, c'est de pouvoir favoriser encore une fois ces services écosystémiques. C'est un exemple qui va particulièrement bien puisque si vous installez de la bourrache dans les lignes de choux, donc vraiment pas très loin, vous allez attirer, si elle est présente dans votre écosystème, une petite guêpe solitaire qui va venir parasiter les chenilles de Pieris du chou et qui va donc diminuer leur capacité à s'alimenter, en prendre le contrôle et à se nourrir en fait de cette chenille au fil de la saison. Donc, Une autre technique, à côté du chou. c'est ça, oui. Ça nous permet de laisser faire la nature et qu'on ait moins de chenilles à terme dans les choux. Exactement. Et c'est encore une fois un service qui va grandir avec le temps. Il faut en général entre 3 et 4 ans pour que les services écosystémiques se développent correctement autour d'un jardin ou d'une exploitation. Mais une fois que c'est là, c'est exponentiel puisque les insectes qui vont naître sur place auront tendance à rester sur place puisqu'ils y trouvent facilement cette nourriture. Et donc, on rentre dans un cycle vertueux où on a systématiquement une population d'insectes auxiliaires, donc des amis à nous, qui vont venir détruire les insectes ravageurs qui posent les problèmes. Autre solution, c'est de planter de la capucine au pied des choux également. Les chenilles vont descendre sur la capucine pour s'en alimenter et diminuer la pression sur les choux. Donc, encore une fois, ces alliances, fleurs avec tel légume, Oui, etc. tout à C'est une fait. science, hein, c'est une science. Une autre question, tiens, une autre question. Que faire pour éloigner les rataupes dans le potager sans leur nuire? Est-ce que c'est possible, ça? Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, mais on peut toujours essayer. Il y a une technique qui s'apparente encore une fois aux préparations, c'est le purin de sureau. Donc, vous faites macérer 1 kilo de feuilles de sureau dans 10 litres d'eau de pluie, et puis vous versez ça en pur dans les galeries. Ça va avoir un effet répulsif sur le râteau-pied, mais c'est relativement court, donc il faut réappliquer ça relativement régulièrement. Si vous êtes dans des petits jardins, il y a une autre possibilité, c'est d'entourer votre parcelle avec du buis, le Buxus sempervirens, que tout le monde connaît. Alors bien sûr, il y a le problème avec la pyrale du buis, mais c'est pas grave. Installer un nichoir à mésanges ou 2 nichoirs à mésanges dans votre jardin, c'est elles qui vont s'occuper de nettoyer la pyrale, il y aura plus de soucis derrière. Mais en fait, le buis a cette capacité de repousser les rats aux pieds et à vous permettre d'aller jusqu'au bout de vos cultures. Alors, c'est jamais du 100%, on est d'accord, mais ça peut aider. Technique complémentaire, oui, plus purin de sureau, ça permet de les éliminer aussi. Je vous avais dit que Michael nous surprendrait, hein. Il a l'air je suis sûr que c'est un très très bon formateur. Il a l'air d'avoir beaucoup beaucoup de réponses et d'expérience. On t'a même pas collé. Alors, euh, euh, j'aimerais me mettre à la permaculture, nous dit Lisa Moon. Je ne sais pas par où commencer. Je n'ai jamais fait de plantation.
Bah, faut aller se former, non? Oui, il faut aller se former. Là, si on veut commencer en permaculture, j'insiste dessus parce qu'en fait, c'est vraiment bien une philosophie. Hein. C'est pas une technique agricole. Je vais vous apprendre des techniques de production dans le cadre d'un jardin en permaculture. Et je vais pas vous apprendre à faire de la permaculture dans votre jardin. Ça, c'est une grosse nuance. Ensuite, tout va dépendre de l'échelle à laquelle vous devez vous lancer ou vous souhaitez vous lancer. Mais la première chose, c'est de faire ce qu'on appelle en permaculture un design. Donc, c'est vraiment de faire comme on fait pour une maison. Quand vous construisez votre maison, vous prenez un architecte pour faire votre maison, qui va vous calculer la résistance des escaliers, du toit, du machin. Eh bien, la permaculture, ça va être la même chose. Vous allez créer l'architecture, l'ossature de votre jardin grâce à toute une série de techniques qui sont diffusées dans les formations qu'on appelle le cours de design en permaculture. Ça s'appelle les CCP ou les PDC ou les CDP. C'est un peu tout nom. Mais là, on vous enseigne vraiment à travailler sur base des principes de la permaculture et on vous propose de travailler ça en groupe parce que ça va activer aussi l'intelligence collective. Et moi, j'étais un solitaire dans mon travail au départ, un gros fonceur solitaire. Quand j'ai découvert la force du groupe, je réfléchis bien plus maintenant à m'entourer de compétences, surtout dans le cadre d'un travail où on est sur de la création, sur de la créativité, puisqu'on peut connecter les cerveaux ensemble. Et là, on fait de la vraie intelligence artificielle, non, de la vraie intelligence humaine, tous ensemble. Donc ça, c'est la première option. Ensuite, bah, oser. Oser. C'est des gestes qui sont inscrits en nous depuis des générations. On est issu de population de chasseurs-cueilleurs, donc on a encore ça quelque part calé dans notre ADN. On peut très bien aller rechercher ça et se faire confiance. On est dans une société où on a peur de tout, on a peur de mal faire, et alors que là, au niveau du jardin potager, oui, certes, vous pouvez rater une salade, vous pouvez rater une tomate, vous aurez l'impression d'avoir tué un légume, mais ma foi, si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas, tout simplement. C'est comme les gens qui jouent au loto et qui gagnent. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de jouer. Ben, La, nous, on peut jouer. la, Pardon? la peur d'échouer que nous avons hein, avec cette école aussi, la culture de la médiocrité, de pas, la non-confiance en nous, de pas avoir toujours avoir une mauvaise note et la peur d'échouer, alors que les erreurs, c'est ce qui nous fait grandir. Dans Tout le à fait. jardin, c'est pareil. On a le droit de se tromper, c'est ça? Exactement. Exactement. Et c'est grâce à ces erreurs-là qu'on grandit et qu'on va aller plus loin dans la technicité. Mais il faut vraiment pas avoir peur de les faire. Et si on a les moyens, techniquement, de pouvoir se former, ben, on récupère, dans mon cas, vous récupérez 12 ans de pratique maraîchère, plus 12 ans d'horticulture, toutes des choses que il vous faudrait peut-être 5, 6, 10 ans à acquérir. Ben, voilà, je les synthétise. Alors, vous aurez évidemment pas tout ce que j'ai dans la tête, c'est pas possible non plus, mais tout ce qui va pouvoir vous faciliter l'apprentissage et l'autonomie que j'ai envie de remettre dans les mains des gens, c'est ça le plus important. Donc, oser, vraiment. C'est un investissement en temps, c'est un petit peu d'argent, mais c'est un gain de plusieurs années après pour voilà, récupérer l'expérience et le savoir-faire des autres dans tous les domaines. Dans Tout à le fait. tien, dans tous les autres, c'est vrai que moi je pense que c'est un calcul intelligent. Et tu peux nous décrire les différentes formations que tu proposes, Michael, s'il te plaît? Bien sûr, il y a trois formules, enfin, il y a plusieurs formules qui sont proposées. La première, c'est un cycle sur lequel tu t'es inscrit. D'ailleurs, c'est l'arboriculture fruitière. Donc là, je propose une demi-journée. On est à 3 heures ou 3 heures et demie de formation en matinée, des samedis ou des dimanches, avec c'est 5 week-ends, si ma mémoire est bonne, qui sont répartis un peu, enfin, à plusieurs moments de l'année en fonction de tout ce qui enfin, des sujets de saison, quoi, en fait, tout simplement. Donc, on commence la première le 20 mars, qui va aborder la taille des arbres fruitiers aux tiges, des tailles de formation, des tailles des framboisiers, groseilliers, tout ça, tout le matériel végétal qui est déjà à la maison. On va pouvoir aborder ça. Puis on a une deuxième qui va se dérouler un peu plus tard, je crois que c'est aux alentours du mois de mai, juin, je n'ai plus toutes les dates en tête, où là, on va plutôt travailler sur les soins à apporter en cours de saison à un arbre fruitier. Qu'est-ce qu'on trouve comme ravageur, qu'est-ce qu'on trouve comme auxiliaire. Puis on aura un module sur les différents fruits un peu plus exotiques ou un peu plus originaux. On a planté une petite forêt jardin en collaboration avec le bois de Rodebos
une très chouette pépinière à Bruxelles qui propose plein de choses originales pour les permaculteurs, ça vaut vraiment la peine. Et puis, on aura une dégustation de fruits et puis un atelier plantation. Donc, c'est chaque fois collé par rapport aux besoins de saison. Il y a un deuxième module qui s'appelle le potager autonomiste, où là, on est, je pense que c'est avec une dizaine de cours répartis sur l'ensemble de la saison. Alors, je l'ai pas dit, mais que ce soit dans le module de l'arbre-fruit ou que ce soit dans le module du potager autonomiste, on est libre soit de prendre l'ensemble du cursus pour la saison, soit on peut piocher en fonction de ses besoins dans les thématiques des modules. Donc, il y a des modules sur le compost, d'autres sur les ravageurs, d'autres sur les semis. Et donc, on peut en fait compléter son bagage personnel si on a déjà top en compost. Là, on n'est pas obligé de refaire cet atelier-là. On peut simplement prendre un autre à la carte. C'est ça, c'est abonné à l'année ou alors à la carte en fonction de ses besoins, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors évidemment, pour une question d'organisation, les abonnés à l'année sont prioritaires sur les abonnés ponctuels, mais il y a encore largement de la place dans tous les secteurs pour l'instant. Je limite volontairement le nombre de personnes à 15 parce que je veux pas être trop dessus, je veux pas que ça devienne une usine, que du contraire, il faut que je puisse continuer à pouvoir parler avec chacun des intervenants et même dans la mesure du possible, répondre à vos questions personnelles dans la formation. En sachant qu'on est 15, évidemment, et donc du coup, c'est aussi une question de respect collectif dans l'histoire. Et puis, donc ça, ce sont aussi des modules d'une journée qui ont lieu les samedis ou les dimanches, avec une partie théorie et une partie pratique. J'essaye de mixer les deux de façon à ce que ce soit agréable pour tout le monde. Une troisième proposition de stage en ce qui me concerne, c'est le même principe du potager autonomiste, mais non plus réparti par jour, mais par semaine. Donc, on a une semaine de formation complète. C'est une immersion de 5 jours qui permet de pouvoir vraiment avancer sur les différents domaines. Je propose également, une formation. C'est à quelle époque, Mickaël, le stage intensif de 5 jours? C'est au mois d'août. Je crois que c'est du 9 au 13 août, si ma mémoire est bonne. Donc là, c'est vraiment de l'immersion totale. Il y a également une formation de 3 jours en continu, 3 jours suivis sur la culture des plantes aromatiques et médicinales, puisque là aussi, c'est un domaine que l'on explore maintenant depuis quelques années. Alors ça, c'est ce que moi je propose. Et comme tu le disais tantôt, tu l'as mentionné plusieurs fois, ma compagne Anaïs est herboriste. Et donc, on a développé à la fois un jardin de plantes médicinales et aromatiques, mais elle aussi propose des formations sur l'herboristerie pratique. Donc, il y a bien sûr un peu de théorie, c'est indispensable, mais il y a surtout une mise en pratique des différentes formes galéniques qu'elle va mettre. Donc, comment est-ce qu'on fait un onguent, comment est-ce qu'on fait une teinture mère, comment est-ce qu'on fait un baume, une tisane. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'elle va aborder de manière à pouvoir, encore une fois, vous rendre en tant que participant une autonomie aussi pour l'utilisation des plantes qui peuvent soigner au jardin. Mais comme elle m'a bien dit de le dire dans le briefing que nous avons eu avant, les plantes, ce n'est jamais qu'un outil supplémentaire pour pouvoir se soigner. La chose la plus importante, c'est la prévention. Et ça, c'est quelque chose sur lequel elle insiste beaucoup parce que, en plus de son parcours d'herboriste classique, elle se forme également à la médecine chinoise. Donc, elle est aussi dans une vision beaucoup plus holistique du soin et pas simplement comme notre médecine allopathique actuelle de dire t'as mal quelque part, je te donne un médicament. Non, c'est t'as mal quelque part, oui, mais ce mal quelque part, pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et de là, on remonte les échelons et on va vraiment à la source du problème qui, je le découvre parce que c'est un secteur que je ne connaissais pas du tout, est très souvent bien différente que le mal qu'on exprime en face. Donc, elle propose ces formations-là sous forme de 5 jours. Il y a 3 journées, d'une semaine, en fait, enfin 3 semaines, pardon, je vais y arriver, 3 semaines de 5 jours qui sont proposées. Les 2 premières sont déjà complètes. La troisième se déroulera dans le courant du mois de juillet. Et alors, elle propose également la même formule, mais splittée. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se libérer une semaine, là, elle propose 5 samedis à la micro-ferme aussi, où elle va proposer ses activités dans les jardins. C'est la même chose, jusque-là, les jours sont séparés. Mais voilà. C'est génial, vous étiez fait pour vous rencontrer tous les deux, hein? Vous êtes complémentaires, c'est formidable Exactement. De faire ça.
Et les jardins en sont devenus, je le mettais en boutade dans la présentation, mais c'est vrai que les jardins ont vraiment pris une dimension totalement différente. J'associais déjà énormément de fleurs dans mon écosystème maraîcher, puisque j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, avec les fleurs comestibles. Ouais. Et donc, c'était toujours très joli, très bucolique. Mais alors, en plus, avec toutes les fleurs de l'herboristerie et le bonus qu'elles offrent à la biodiversité, c'est ça qui m'a, je crois, le plus épaté cette année-ci. C'est vraiment le nombre d'insectes qu'on a eu sur ces plantes médicinales, c'est juste fou, fou. Ah oui, ah oui. Euh, Michael? Oui, Oui, tu es toujours là. Est-ce que je te voyais plus? Il y a déjà, alors ça intéresse beaucoup de monde. Il y a pas mal de gens qui demandent. Alors tiens, Tatiana nous redemande. Elle était peut-être pas là au début. Où est située votre microferme? Tu peux nous redire exactement où elle est? oui, bien sûr. C'est à Crêpes avec 2 P. Et Oui. c'est juste sur les hauteurs de Spa, en fait. Près du circuit de Francorchamps, pour donner. Pour... Belgique, à l'est de la Belgique, pas loin du Luxembourg. C'est ça. Voilà. Je dis ça pour les Français qui sont loin, à l'autre bout, etc., Oui. et qui se situent un peu. Alors, j'ai vu Euh, aussi passer des demandes pour des formations en ligne. voilà. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais là, pour le moment, c'est juste pas possible. La- C'est d'ailleurs un des stress de la journée. On est sur un projet d'autonomie, mais réellement d'autonomie, parce qu'on n'a pas de raccordement aux impétrants, on n'a pas d'électricité sur le terrain, pas d'eau courante, en tout cas apportée par le système. Donc, on est en autonomie énergétique aussi le plus possible. Et notre connexion Internet passe normalement par une antenne satellite. Mais depuis avant-hier soir, donc juste après les arrangements qu'on a pris avec Guillaume, le modem a décidé de ne plus fonctionner. voilà. Résultat des courses, plus d'Internet à la maison. Et heureusement, j'ai un backup avec l'école de l'Arrêt qui m'a gentiment ouvert les locaux pardon, et l'accès Internet pour qu'on puisse avoir ce Facebook Live. Mais Ouais. donc, du coup, le jour où j'aurai stabilisé les problèmes de connexion Internet à la maison, Ça. je ferai des formations en ligne. À mon avis, oui, là c'était le gros stress hein, aujourd'hui. C'était le plan Oui, B. Et voilà, heureusement que tu avais ces locaux. Normalement, on devait faire ça en direct dans votre roulotte, hein, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, moi, ce que je pense que voyant excuse-moi, je mets des commentaires en même temps. Voyant ta capacité à nous faire comprendre les choses, à expliquer ta pédagogie, etc., je suis sûr que des modules sur Internet auraient vraiment du succès parce que tu nous as presque baladé dans le jardin là, alors que tu es dans un local. Ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi, ça pourrait être sympa, quand on sera en formation chez toi, c'est qu'on trouve un moment ou un autre jour que je vienne, qu'on fasse un reportage en direct un petit peu pour montrer tout ce que tu fais et décrire tes formations, etc. sur le terrain. Quand ce sera bien tout fleuri, que ça aura poussé, ça pourrait être sympa, ça. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. C'est vrai que les jardins sont très, très poétiques à ce moment-là. Voilà, c'est toujours un plaisir de le faire. Après, ça c'est le travail du maraîcher, enfin ou en tout cas de tous les gens qui travaillent avec la terre, c'est l'humilité par rapport au climat. Voilà, peut-être que le jour où on décidera de faire ça, voilà, il faudrait pas qu'on ait 3 semaines de sécheresse ou 5 semaines ou 6 semaines de sécheresse avant. Donc il y a toujours ce paramètre, mais ce sera avec plaisir vraiment que je t'accueillerai si on repart sur ce principe. C'est vraiment, je te dis, c'est ce partage de choses qui pour moi est extrêmement importante. Et d'essayer d'inspirer, tu as utilisé le terme plusieurs fois, d'inspirer vraiment les gens parce que le changement, il est possible. Vraiment, c'est facile. C'est juste, il faut le vouloir et puis faire confiance à l'univers. Vraiment. En tout cas, ça l'était vraiment inspirant. C'était vraiment une très très belle soirée passée en ta compagnie. Je pense que beaucoup de gens ont vraiment, vraiment apprécié parce qu'on pourrait parler longtemps sur beaucoup de sujets, visiblement. J'ai une ou deux questions à te poser Oui. peut-être encore avant de se dire au revoir. Et puis d'ailleurs, tu as le temps pour conclure à ta façon ou d'aborder un sujet que tu n'aurais pas abordé. Ne te sens pas jeté du tout. J'amène tout doucement vers la fin. Il est déjà Oui. 22 heures presque. Oui. Les gens qui sont en ville aujourd'hui, parce que
comme bon, les gens qui sont les personnes qui sont à la campagne ont peut-être plus facilement accès à des terres, à un morceau de jardin ou des choses comme ça. Mais les gens qui sont en ville, que peuvent-ils faire? Peut-être sur un plan déjà individuel, sur leur balcon, choses comme ça, ou alors même collectivement, peuvent-ils demander des petits bouts de jardin collectifs, des choses comme ça? Est-ce que tu sais ce que l'on peut faire quand on est en ville? La quitter. Ça, Mais c'est c'est une question que l'on peut se poser aussi, de savoir quelles sont la viabilité des systèmes actuels en ville, parce qu'on parle de l'alimentation, mais tout est lié au pétrole ou aux centrales nucléaires, et voilà. Bref, et je vois beaucoup de gens qui achètent des poêles à pellets. Je trouve ça génial, le pellet, c'est vrai, c'est super, on règle tout, tout est automatisé, mais comment est-ce qu'on fait quand on a une panne d'électricité? Eh C'est oui, un peu la merde. eh oui. Donc voilà, voilà, il y a un questionnement. Ce qu'on peut faire en ville, ben déjà, c'est se mettre en mouvement. C'est en fait la permaculture, elle peut s'adapter aussi bien à un terrain qu'à un être vivant, qu'à un système social. Et donc oui, on peut aller trouver les communes, on peut aller trouver les échevins, les bourgmestres ou les maires en France pour voir comment on peut euh, on peut obtenir ces morceaux de terre. C'est encore une fois la demande de l'humain qui va faire en sorte qu'on aurait une réponse de l'autre côté. Sur Liège, qui est une des provinces qui a le plus bougé en Belgique au niveau de la transition, la commune commence, ou les communes commencent à mettre en place ces systèmes de potager collectif. J'ai été Oui. contacté par une autre commune qui veut mettre 7 hectares de terrain à disposition d'un maraîcher et d'un projet alimentaire. Donc, on, les politiciens sont des gens comme nous, peut-être pas ceux du tout haut de l'État, mais ceux qui sont dans nos communes, dans nos locaux, dans nos bourgades, sont des gens comme nous. Ils ont aussi la possibilité de s'ouvrir justement et de comprendre que si on ne produit pas de la nourriture chez nous, à un moment, elle pourra plus venir d'ailleurs ou elle sera juste impayable de la faire venir d'ailleurs. Donc, voilà, y a plein de possibilités. On va essayer d'utiliser aussi la verticalité, puisque dans les villes, on a des possibilités de support. Je rebondis encore sur les arbres fruitiers dont j'avais parlé tout à l'heure. Il y a toutes les formes palissées aussi, qui étaient utilisées par nos anciens pour habiller tous les murs des maisons, qui permettaient d'avoir des rôles multiples, puisque la permaculture, c'est un élément qui va remplir plusieurs fonctions et une fonction qui est remplie par plusieurs éléments, ce qui permet vraiment de rendre le système résilient. Et ces arbres fruitiers qui étaient posés le long des façades permettaient de donner à manger, mais servaient en même temps de climatiseur pour la maison, puisque les murs chauffaient moins fort. Donc, voilà, c'est plein de petits avantages qu'on peut retrouver aussi. Il y a plein de trucs. Tu me fais penser à à quelque chose que j'ai vu l'été dernier. Je suis originaire de Nantes, en France, Sud-Bretagne, tu vois. Mhm. Et effectivement, j'avais pas vu cette ville depuis pas mal d'années. Je m'y étais pas promené depuis longtemps. Et donc, j'y suis retourné quelques jours cet été. Et c'est génial ce qu'ils ont commencé à faire. Il y a des parties entières à différents points de la ville, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où il y a une culture un peu en permaculture, comme ça, un peu maraîchère, ouverte à tous. Chacun va entretenir et cueillir, etc. Et dans de plus en plus de villes, ça commence à se faire, effectivement. Et je pense que là, si ça ne se fait pas dans les endroits où vous habitez, peut-être aller solliciter dans les mairies. Je parle pour la France, hein, dans les mairies ou dans les maisons de la commune en Belgique, etc. Mais aller solliciter et pourquoi pas à plusieurs. Moi, je me souviens que du côté d'Amptine, à côté de Ciney, dans la région de Namur, il y a 8-9 ans, on s'était organisé à plusieurs pour faire un soir. On avait demandé à la mairie donc un local pour faire une réunion publique. On avait affiché des petits panneaux partout pour proposer à plusieurs. Et ben voilà, on a un terrain qui est mis à disposition, mais il faut des bras, il faut du monde. Et chacun, on a les anciens qui nous apprenaient à cultiver. Et puis, alors, c'était vraiment dans une idée de sans chimie, sans intrants, et chacun récoltait selon ses besoins.
Voilà. Et donc, je pense on peut s'associer à quelque chose de citoyen. On peut peut-être se mettre les uns les autres à demander ça quand nous sommes dans des villes. Tout à fait, tout à fait. Et alors, et toi, tu, tu parlais d'autonomie. Il y a l'autonomie sur le plan alimentaire, ta production, mais aussi l'autonomie énergétique. Oui, C'est un projet pour toi, c'est quelque chose. Enfin, si tu es en roulotte et que, l'électricité n'arrive pas sur ton terrain, c'est un non, terrain agricole, c'est c'est ça, ça? tout à fait. Tu peux justement nous parler de ça. Terrain agricole, donc roulotte, donc c'est un bâtiment, enfin c'est comment on appelle ça, bâtiment Habitat léger, léger, oui. habitat léger. Donc comment tu as fait pour gérer l'électricité? Comment tu fais pour l'eau, etc. Tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Bah, pour l'électricité, c'est assez simple maintenant puisqu'il existe des kits panneaux solaires, onduleurs et batteries qui permettent d'avoir l'électricité gratuite. Donc, faut remettre ça dans le contexte aussi. Il faut mettre ça sous un fond de décroissance. On ne veut pas garder le rythme de vie ou le rythme l'impact énergétique qu'on avait précédemment. Donc, on diminue nos besoins. Ça, c'est la première chose. Et quand on diminue nos besoins, bah, on revient à l'essentiel et on se rend compte que cet essentiel, il peut être comblé relativement facilement. On a 6 panneaux, un onduleur, une batterie. C'est un poil Ouais. court à certains moments, mais donc du coup, on va passer sur une deuxième batterie qui va nous permettre de pouvoir être autonome en électricité quasiment, allez, je vais dire 90% du temps. On a eu cette année-ci deux ou trois gros passages très compliqués en électricité, mais voilà, on s'y fait très facilement. On revient à un éclairage à la bougie, ça permet de sécréter plus vite la mélatonine en hiver, et donc on va faire dodo dans les meilleures conditions et on est plus reposé. Donc c'est pas un problème non plus en soi. Donc ça fonctionne relativement bien. Au niveau de l'eau, on fonctionne avec notre système de récupération d'eau de pluie, donc que ce soit pour les cultures, pour les animaux ou pour nous-mêmes. Donc, on a, pour potabiliser l'eau, acquis un système de filtre de la marque Berkey. C'est pas pour faire de la pub. Ouais, Euh, j'ai la même chose, Berkey. Ouais, c'est super ça. Ouais. ouais, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Et donc depuis, on boit depuis plus d'un an, enfin presque un an maintenant, on consomme notre eau de pluie sans problème. Alors on nous avait fait la réflexion par rapport au pH de l'eau. Ben on a simplement remis du marbre dans les cuves de rétention, puisque le marbre va permettre de restabiliser le pH de l'eau. Donc ça, c'est deux choses en fait qui sont relativement aisées. Pour l'eau, on a encore énormément. Oui, je vois ma belle-sœur qui met et il faut un bon bricoleur. Oui, parce que mon frère vient souvent nous donner un coup de main aussi sur le projet. Donc je ne voudrais pas ne pas en parler. Merci Greg et merci Daf pour votre soutien. Mais c'est vrai que pour l'eau, ça reste encore problématique et donc du coup, on a travaillé encore une fois sur le design de l'eau et donc on va pouvoir vraiment récupérer un maximum d'eau de ruissellement aux périodes les plus abondantes, donc automne et hiver, et stocker un maximum cette eau dans des cuves, dans des citernes classiques, mais aussi dans des bassins extérieurs qui sont pas encore réalisés, pour lesquels les devis sont demandés. Et voilà, c'est des budgets aussi qu'il va falloir aller chercher. Mais à la fois, ça va nous permettre d'avoir notre autonomie en eau pour nous, pour les animaux et ainsi de suite, mais aussi de pouvoir recréer un autre biotope dans notre jardin de production où on escompte avoir beaucoup plus d'interactions avec les libellules, avec les demoiselles, avec les crapauds, les grenouilles, qui vont venir encore renforcer les différents services écosystémiques. Donc voilà un peu où on en est pour le moment. Au niveau du bois, on est actuellement sur un poêle classique, mais dans le projet, donc la roulotte est une phase de transition, parce que 12 mètres carrés à deux, c'est super, mais parfois c'est un peu petit, surtout en hiver. On a tendance à se marcher un peu sur les pieds, mais on a passé le cap, donc on est sûr de notre amour aussi pour la cause. Ah voilà. Euh, et donc, du coup, quand on va retaper, on a un autre chalet qui est présent sur le terrain. On va refaire ce chalet, le remettre beaucoup plus confortable. Ce sera jamais que le double de la surface, ce sera 24 mètres carrés. Mais là, on va y mettre un poêle de masse de manière à changer aussi notre rapport avec la consommation au bois. On n'aura plus besoin d'arbres de 80 ans pour faire des bûches. On pourra couper tous les 4-5 ans des arbres têtards et remettre en avant cette richesse aussi qui est composée de notre patrimoine agricole d'antan, avec tous ces arbres qui étaient bien entretenus et qui sont
des havres de biodiversité. Donc, encore une fois, tout se clipse, se suit les uns derrière les autres. Et ça, c'est la magie de la permaculture. Quand elle est bien exécutée, quand on a compris le feeling, on peut vraiment arriver à faire quelque chose de très, très vertueux, de très bon pour l'environnement et pour nous-mêmes aussi. On rejoint tout à fait la maxime et la philosophie de départ. Des toilettes sèches alors? Oui, bien sûr. Ça a été la première chose sur le terrain. Quand j'ai acheté le terrain, il y avait des toilettes classiques raccordées à l'eau de pluie. C'est la première chose qu'on a virée, c'est ça, pour partir sur la toilette sèche. Alors, j'ai pas encore franchi le cap, personnellement, de réutiliser ces toilettes sèches pour mettre sur le potager. Il y a un cap psychologique que j'arrive pas à franchir, mais par contre, pour les arbres fruitiers, ça ne pose absolument aucun souci. Ah oui. Donc, on épand ça dans le verger et tout le monde en raffole. Et donc, du coup, cette matière qui, dans notre système actuel, est un déchet innommable, puisqu'il faut, c'est pour ça que notre eau coûte aussi cher, aussi notre eau potable coûte aussi cher. C'est parce qu'il faut épurer toutes ces histoires-là et toute la pollution qui est générée. Vous savez que dans la Seine, il y a déjà un déficit de poissons mâles, par exemple. On est sur des poissons qui sont essentiellement des femelles à cause des œstrogènes qui sont présents dans les pilules contraceptives et qui bousillent complètement l'environnement. Donc, encore une fois, tout est lié. Et plutôt que d'aller, pardonnez-moi l'expression, chier dans l'eau potable et polluer notre système, on peut composter cette matière qui va ramener de la fertilité à nos cultures. C'est quand même aberrant. On composte du caca de cheval et on composte pas le nôtre, alors Ah, ça a coupé juste pour la fin. On composte le caca de cheval et pas le nôtre, et ça a coupé. et donc, alors que c'est une aberration, puisque c'est une source de fertilité pour l'ensemble de nos jardins. Après, c'est vrai que là où c'est très compliqué, en tout cas pas sur un plan théorique, mais aujourd'hui dans la pratique, et de toute façon, nous ne parlons d'une tendance et d'une transition, mais dès lors que les gens sont entassés par millions, nous sommes entassés par millions dans les villes, c'est compliqué de penser à ce système-là de façon saine et pratique, parce qu'évidemment, là, ce sont des millions de personnes entassées dans des immeubles, etc. Alors, toilettes sèches, et qu'est-ce qu'on fait de ça et où on va les mettre, c'est un peu plus compliqué. On pourrait imaginer des choses, mais c'est vrai que déjà commencer quand on habite en zone semi-urbaine ou alors en zone de campagne, commencer à faire ces transitions-là, c'est quelque chose qui, surtout qu'aujourd'hui, c'est pas aussi, j'imagine, c'est un pas à franchir, mais c'est pas aussi compliqué qu'il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, il y a des tutos sur à peu près tout. Oui. Comment vivre dans une yourte, comment vivre dans une maison en paille, comment vivre dans une roulotte, comment faire des bassins d'assainissement, comment faire des toilettes sèches, comment être un peu plus autonome énergétiquement, comment faire comment on appelle ça, des fours là, au soleil, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aidé, c'est peut-être ça la nouvelle période qui a commencé, c'est la connaissance universelle, le partage de la connaissance. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'en ville, c'est plus compliqué, mais en même temps, pourquoi pas? Tout est possible, tout est envisageable. Je discutais avec le directeur des services agricoles de la région, enfin de notre province, il y a quelques mois de ça, et quand on parlait des toilettes sèches, alors évidemment, c'est pas facile de mettre quelque chose en œuvre comme comme tu le signales, mais la question n'était pas farfelue pour lui. Donc, ils ont déjà eu aussi des pistes de réflexion là-bas. Ah oui. Et donc, on peut arriver avec des solutions ou des propositions. Et plus on va mettre de cerveau dans cette recherche-là, plus facilement on va trouver les solutions. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, je me pose des questions aussi parce que sur les terrains agricoles, je sais qu'en France, c'est la galère parce que on n'a pas les mêmes autorisations, mais il y a Oui. une super loi depuis 1 an ou 2 en Belgique, c'est qu'aujourd'hui, on peut être domicilié sur un terrain agricole. Donc, c'est ton cas, visiblement, Oui. et qu'on peut habiter dans un habitat léger type yourte. Il y a des yourtes contemporaines super bien. Des maisons de paille aussi, enfin je sais plus comment ça s'appelle, en mur de paille, tu sais. Oui. Style Kerter ou des choses comme ça. Oui.
Et donc aujourd'hui, il y a moyen, en tout cas en Belgique, je ne sais pas si la France va suivre, parce qu'en France, c'est très compliqué. Moi, je ne te cache pas que ça fait 1 an et demi que l'idée me trotte dans la tête de lancer l'idée d'un éco-village, etc. Donc, en rapport avec toutes les valeurs que j'ai l'habitude de défendre et aussi de façon commune avec la communauté ici. Et le problème, c'est qu'en France, si on va acheter des terrains moins chers, donc des terrains agricoles ou forestiers, c'est très très compliqué de pouvoir se domicilier et même d'avoir des habitats légers parce qu'on est très vite évacué, quoi. Contrairement à la Oui. Belgique aujourd'hui. Il y a une super loi qui est passée en Belgique, hein. Ben, elle n'est pas encore d'application, en fait. Ah Donc, bon? non, ça reste à l'interprétation des communes. C'est ça qui pose problème aussi, c'est que dans certaines communes qui sont plus tolérantes, ça passe. Alors, effectivement, un terrain en zone agricole, à ma connaissance, en Belgique, on ne peut l'occuper et y vivre que si on a un statut d'agriculteur. C'est ça, c'est Ce ça. qui était mon cas, effectivement, par rapport aux études que j'ai faites en technique horticole. C'est ça. Et aussi, lorsque j'ai fait la demande, le terrain était déjà en transformation de ferme maraîchère, polyculture, élevage, très diversifié. Donc, lors du contrôle, c'est passé très facilement. Oui. Par contre, la domiciliation, ça a été la croix et la bannière, Ah oui. et je ne l'ai obtenue que en janvier 2020, après de longs mois de négociations. Et ça n'a pas été facile du tout, mais voilà. Malgré ton statut, tes diplômes, Oui, ton activité agricole, professionnelle, etc., malgré tout ça, c'était dur oui. de te domicilier. Très très compliqué. D'accord. Et l'habitat léger a été très mal perçu par les autorités policières qui sont venues pour faire la domiciliation. Et donc il a fallu que j'aille trouver la bourgmestre, que je lui expose le projet, que de ce côté-là, j'ai un peu de chance d'avoir cette visibilité qui me permet aussi d'avoir un peu de poids dans les demandes. Et légalement, ils avaient aucun argumentaire pour pouvoir me refuser. En fait, je crois que c'est ça, c'est la somme des non-argumentaires qui a permis que ça puisse passer et parce que sinon on serait passé dans la presse, j'aurais été plus haut parce Oui. que c'était juste pas possible en fait. Ouais, ouais. Donc, Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas été si simple que ça. Après, c'est le début. Voilà, c'est le début. Cette loi-là est très récente en Belgique. oui, Et donc, c'est pas encore si banalisé que ça, mais c'est intéressant. C'est déjà un premier pas parce que il y a beaucoup de gens qui ont du mal aujourd'hui, qui ont du mal à obtenir des logements de toutes les manières. Et donc, ça répondrait aussi à un problème de la crise du logement parce que se payer des logements et des terrains constructibles aujourd'hui, voilà, c'est devenu impayable pour beaucoup de monde, contrairement aux années 70, 80. Donc, c'est pour ça que ça serait aussi une réponse à ces problèmes de crise de logement et de surpopulation dans les villes. tout à fait d'accord. Ça va s'accentuer en plus avec cette crise Covid et le nombre de pertes d'emplois qui y sont liées. Donc, il va falloir aller vers des systèmes alternatifs comme ça, qui ne sont pas forcément un retour en arrière. C'est pas forcément de la précarité ou la sale image de camping baraki, comme on dit chez nous, où c'est du n'importe quoi. On peut vraiment avoir de très très belles réalisations. Et la roulotte qu'on a à la maison, en plus d'être fonctionnelle, est esthétique. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir de très belles choses. Bon, en tout cas, tu sais quoi, Mickaël et Anaïs, si elle écoute, on va venir vous visiter très bientôt, vous rendre visite et puis suivre de certaines de vos formations. Et puis, on donnera des nouvelles à toutes ces personnes qui ont suivi la soirée. On donnera des nouvelles eh bien, de vos jardins, de votre exploitation, etc. En direct au fil peut-être du printemps ou de l'été pour montrer l'avancement et faire de la publicité sur votre magnifique projet. C'est très gentil. Merci. Est-ce que tu as ton dernier mot pour conclure, un message à envoyer à toutes ces personnes qui ont vraiment adoré ton discours, qui l'ont trouvé en tout cas très inspirant, très intéressant? Tu as peut-être quelque chose à dire pour terminer? Bah déjà, merci d'avoir pris le temps, d'avoir passé du temps à m'écouter. C'était vraiment, enfin, c'est vraiment chouette. Je t'avais dit qu'on ne dépasse seulement leur cas. On peut tenir comme ça jusqu'à minuit, il y a pas de problème. Enfin, là, avec le couvre-feu, ça va devenir compliqué, mais non, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire, c'est oser. Allez-y, essayez, osez. La permaculture, c'est juste du bon sens. C'est juste ça, en fait. C'est du bon sens paysan. C'est des choses qu'on a oubliées ou qu'on nous a empêchés de voir.
allez-y, essayez de vivre votre rêve, déjà de rêver, parce qu'on a oublié qu'on pouvait rêver. Donc rêvez, appliquez votre rêve, mettez-vous en chemin. C'est pas tant l'objectif qui est important, c'est le chemin qu'on va prendre pour y arriver. Et le fait de se mettre en mouvement, ben ça va débloquer les choses physiquement comme immatériellement. Si vous êtes bloqué dans des projets, allez vous promener en forêt. Si vous êtes bloqué dans vos ménages, dans vos remue-ménages, allez vous promener, remettez-vous en contact avec la nature, respirez un bon grand bol d'air et, euh, et Inch'Allah, ça va aller. Ah, ça fait plaisir, cette confiance dans la vie et puis ce discours qui nous encourage et qui nous limite pas. Merci, merci Mickaël, ça fait beaucoup de bien. On a eu beaucoup de flair et de nez à venir t'interroger parce que ça nous donne le... Attends, j'enlève ça. Ça nous donne le smile et ça, c'est l'essentiel. Et l'envie Super. de se lancer. Allez-y, vraiment, c'est chouette. Bon, bah écoute, merci Mickaël pour cette super soirée. Cette vidéo restera en ligne et on la mettra aussi sur YouTube. Et puis, eh bien, je remercie tous les amis qui étaient là ce soir et qui ont suivi cette vidéo et ceux qui vont la revoir en replay. Voilà, dans les jours qui viennent. Merci vraiment d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir commenté, laissé autant de commentaires et puis d'avoir écouté avec autant de qualité. On a ressenti votre présence et votre enthousiasme. Et puis Mickaël et Anaïs, bah, bonne soirée, bonne nuit, surtout bonne chance, belle suite, beaucoup de bonheur dans vos projets. On a besoin de vous, continuez comme ça. Merci, merci, merci. Et merci à tous aussi. Salut les amis, salut tout le monde, bonne À nuit. bientôt. Au revoir.